Bonjour, nous sommes en direct pour cette réunion de synthèse de la concertation sur le périmètre de la ZAC de Bordeaux-Saint-Jean-Belsier, dans la continuité de la réunion que nous avions organisée avec l'EPA du 4 février. Vous l'avez compris, les conditions sanitaires nous interdisent aujourd'hui d'organiser une réunion publique en présentiel, selon les termes consacrés, mais nous avons prévu un large temps aux questions et permettre à chacun d'entre vous de poser les questions que vous souhaitez poser à nos intervenants. Alors, nos intervenants, nous accueillons aujourd'hui Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alexandre Villatte, Bonjour. qui est directeur général par intérim de l'EPA, et Gabriel Poifoulot, directeur général adjoint de l'EPA. Bonjour. Nous aurons la SNCF qui est en distanciel ce matin parmi nous, en la personne de Fadia Karam, qui est donc la directrice de la stratégie et de la valorisation SNCF Immobilière et directrice générale de la Société nationale d'espace ferroviaire. Je vais vous laisser tout de suite intervenir. Pierre Urmic, juste deux petits mots pour expliquer le déroulé de notre réunion. Peut-être d'abord une présentation rapide que l'on fera tout à l'heure du périmètre de l'opération, l'expression des habitants, et donc vous nous rendrez compte de ces interventions-là. Et concernant les précautions sanitaires, je vous propose que, puisque nous sommes à distance, je vous propose que l'on conserve nos masques, mais que l'on permette à nos intervenants, lorsque vous vous exprimez, de pouvoir effectivement enlever le masque pour permettre une meilleure expression. À l'issue de cette présentation, bien évidemment, nous aurons ce temps de questions-réponses et d'échanges avec l'ensemble des intervenants parmi nous. Pierre Urmic, je vous cède la parole. Oui, un mot si vous voulez. D'abord, je suis content de vous saluer pour cette réunion de clôture d'une concertation qui a été particulièrement dynamique. Les choses vont se dérouler de la manière suivante. Monsieur Villatte va nous faire la synthèse de ce qu'a été cette concertation. Après quoi, après cette présentation, je lui demanderai la parole pour donner mon point de vue en tant que maire de Bordeaux par rapport aux résultats de la concertation et aux décisions que j'ai été amené à prendre. Et ensuite, nous aurons un moment de débat. Donc voilà la façon dont je conçois le déroulement de cette réunion de synthèse de la concertation. Attaquons. Très bien. Ce que je vous propose donc, si vous voulez, Gabriel Poifoulot, c'est de reprendre rapidement les grands traits de l'opération, de manière à permettre à chacun de se remémorer l'ensemble des questions que cette ZAC met en évidence. Seconde pour recaler le micro, je pense que ça a l'air de fonctionner. On m'indique que oui. Donc effectivement, merci de nous laisser la parole sur cette première partie. Nous avons souhaité effectivement commencer par préciser en fait la nature de cette réunion. Cette réunion, c'est une réunion de synthèse. Nous ne sommes pas encore au stade du bilan, puisque la concertation préalable s'achève demain à minuit. Donc aujourd'hui, il s'agit en fait de restituer, d'être dans une logique de restitution objective de la matière qui a émergé, des discussions qui nous ont animés, qui étaient assez vives, comme le disait monsieur le maire de Bordeaux, et non pas dans une logique de bilan. Le bilan, il vient après le terme réglementaire de la concertation, après un travail d'analyse fouillée, de réflexion, d'analyse à froid et de présentation d'un bilan qui est soumis au conseil d'administration. Donc d'ici plutôt le début de l'été. Donc aujourd'hui, une réunion de synthèse. Sur le déroulé, on a souhaité d'abord très rapidement remettre en perspective le projet. Globalement, Euratlantique, ça fait 10 ans. Donc on a vu au cours de la concertation, on s'y était attaché d'opérer une remise en perspective. Quelle est la nature? Quels sont les objectifs? Quel est le contexte? Également de répondre à la question peut-être pourquoi une mise à jour de ZAC? Pourquoi maintenant? Pourquoi retourner au contact du public maintenant? Et puis ensuite vraiment d'aborder la restitution. C'est là qu'on prendra le plus de temps dans cette partie initiale.
de manière très rapide. Qu'est-ce que, fondamentalement, Bordeaux-Atlantique? Qu'est-ce que cette opération d'intérêt national, cette opération publique? Il y a une logique poursuivie depuis 10 ans de rééquilibrer la métropole sur sa partie sud et de répondre à des déséquilibres, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou économiques. Les grands objectifs, on a été amené à les repréciser, à les expliciter. Il y en a 3 en réalité. Donc requalifier, réaménager des quartiers qui, historiquement, ont fait l'objet pendant très longtemps d'un sous-investissement public, en gros pendant un siècle et demi depuis l'arrivée du chemin de fer. C'est d'effacer des coupures urbaines, certaines sont à l'écran, autoroutes, faisceaux ferroviaires, qui ont laissé ces quartiers en marge d'une dynamique de centres d'agglomération. Et puis enfin, œuvrer à l'intégration de toutes les catégories socio-professionnelles en cœur de métropole. On sait que c'est une problématique en fait, à l'échelle nationale. Donc on se donne les moyens, les collectivités publiques se donnent les moyens d'opérer cette mixité sociale. Mais c'est également Bordeaux-Atlantique, et on a eu de nombreux débats sur cet aspect, une opération en fait, de lutte contre l'étalement urbain. Il y a vraiment une convergence des deux sujets. On réaménage, on requalifie, on restructure, on redensifie en équipements et services en ayant une logique de densification maîtrisée en réponse à un mal contemporain à l'échelle de Bordeaux, mais d'ailleurs, de l'étalement urbain. Vous avez quelques cartes sous les yeux. La carte de droite, en fait, montre, plus la couleur est intense, plus on est sur une artificialisation des sols forte. On voit que la couronne bordelaise, la grande couronne bordelaise, au cours des années passées, a eu beaucoup d'artificialisation des sols, contrairement au cœur de la métropole. La logique de Atlantique, vous le voyez sur la carte centrale, c'est d'être au cœur du réseau de transport en commun le plus performant de toute la région Nouvelle-Aquitaine, et donc, dans une logique de développement durable, d'accueillir cette densification maîtrisée, encadrée par la puissance publique. Et puis un petit rappel en fait, des travaux originels de l'INSEE sur la carte de gauche, avec un comparatif des densités au sein de Bordeaux et de la métropole. On a été amené aussi à repréciser ce qu'était que Saint-Jean-Belsier. Vous avez ici quelques repères géographiques, avec un délimitage de ZAC, une délimitation de la ZAC, qui montre ce qu'elle est et qui montre aussi ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle est, c'est en fait 7 quartiers, Saget-d'Escas, Amédée-Saint-Germain, Carl-Vernet-Brascassa, Lars, Armagnac, Belsier, Paludat, le secteur du Mine. Mais aussi ce qu'elle n'est pas, vous avez la carte centrale avec cette délimitation qui montre notamment sur Amédée-Saint-Germain que le domaine de compétence de l'EPA, le domaine de compétence de la ZAC, ne s'étend pas au Sacré-Cœur. Nous avons également très brièvement resynthétisé la manière dont sont conçues en fait, cette mosaïque de quartiers autour de 2 grands principes. Le principe de proximité et le principe de désartificialisation des sols. On intervient sur des friches ferroviaires, des friches industrielles majoritairement, et donc il y a ce mouvement-là. Et on a tâché de donner à voir ceci avec, en ce qui concerne la proximité, l'ADN, les ingrédients, l'organisation de quartiers autour de l'arrêt de transport en commun en site propre, le commerce de proximité, l'école, la crèche, etc. Je ne suis pas plus long sur ces objectifs, ils ont été précisés dans le dossier, c'est vraiment une logique de synthèse, de restitution. Sur ces grands traits posés, est-ce que maintenant vous pouvez nous redonner le cadre et les objectifs de la concertation qui a été lancée, dont on rend compte aujourd'hui ? Effectivement, le dossier et les échanges qu'on a eus ont toujours commencé par en fait, la description des 2 objets de cette période. Le premier objet, c'est de rendre compte de l'avancement et de l'évolution d'un projet qui a une petite dizaine d'années. Et puis le deuxième objet, on le verra tout à l'heure, c'est de se projeter sur l'avenir, sur des secteurs qui, à ce stade, n'ont pas encore été développés. Sur le premier point, c'est l'occasion d'un retour, d'un dialogue avec le public. Donc on a rendu compte de tout un tas de thématiques. Les espaces publics, les franchissements, les espaces verts, les équipements publics. Où sommes-nous par rapport à la programmation? Où nous situons-nous aujourd'hui? Quels ont été les grands bougets dans les curseurs? Un thème aussi, ça a été de regarder dans le rétroviseur en fait, le développement plus important que prévu sur des fonciers de propriétaires privés, ceux qui ne sont pas maîtrisés par l'EPA et ceux qui sont maîtrisés par les propriétaires privés. Donc de revenir sur la décennie d'une dynamique plus importante qu'escomptée à l'échelle de Bordeaux. Ça a été aussi, et j'y reviendrai juste après, l'occasion de mettre en exergue, en plan à l'heure actuelle, mais l'augmentation de notre production en matière d'espace vert.
qui n'est pas encore perçu, mais qu'on va donner à voir juste après. Et puis, c'est un des aspects majeurs en fait, de cette concertation, c'est préparer la mise à jour d'un des éléments fondamentaux de la ZAC, c'est-à-dire le programme des équipements publics. Le programme des équipements publics, il a 8 ans aujourd'hui, et il a enregistré des modifications qu'il s'agit aujourd'hui de traduire dans le droit. Le collège, le département a installé, les travaux sont lancés, un collège qui n'était pas prévu à l'origine. A contrario, il y a des choses qui ont bougé côté municipalité de Bordeaux. La piscine et les crèches ont vu, en tout cas la municipalité a renoncé au caractère public de ces équipements. Il y a 7 ans. Et aujourd'hui, dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement de la ville, se posent des questions de gymnases, de locaux associatifs. Donc c'est ce temps-là, en fait, d'échange qui va marquer les semaines et les mois à venir avec les collectivités locales. Si je suis plus direct sur une première appréciation de la synthèse des expressions émises par les habitants et les participants lors de cette concertation préalable, il y a eu quelque part le décalage entre la perception, on est sur une photo aérienne de fin 2019, de cette perception. Minéralité, on reste très peu dense en espace vert, et ce qu'on donne à voir, ce qu'on met en perspective, ce qu'on projette, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire l'apparition d'un maillage d'espaces verts, d'un réseau d'espaces verts, bord de Garonne, remonté par le jardin de l'Ars, connexion au square de Brascassa, le jardin d'Armagnac, la promenade des Forges, le traitement de l'avant-garde. Et ça a été une vraie occasion de débat, puisque la perception, qui est juste de la part des habitants, c'est aujourd'hui on ne voit pas les espaces verts, on ne voit que du bâti en construction. La temporalité d'exécution en fait, de ces espaces verts est celle qu'on a indiquée dans cette diapo. Donc il y a selon le cas, entre 18, 24, 36 mois de patience pour voir la matérialisation de ce réseau. Mais en tout cas, l'occasion était bienvenue, il était temps de pouvoir repartager sur cette ambition matérialisée, en cours de matérialisation, sur la constitution de la trame verte. Je le disais donc tout à l'heure, un double objet en fait, à cette concertation préalable. Le deuxième objet, c'est en fait d'initier le dialogue avec le public sur les secteurs qui ne sont pas développés dans la ZAC. Il y en reste 4, 2 sur Amédée Sud et Nord, le secteur Gade-Bourse, Léon Paillère, à proximité de Bègles sur le boulevard Jean-Jacques Bosc, et puis les pourtours du Mine, le secteur du Mine qui est un objet quasiment à soi seul. Cette démarche, donc, c'est organiser la rencontre avec le public, les propriétaires fonciers, en l'espèce la SNCF et Bordeaux Métropole, la puissance publique. C'est une démarche volontaire de la part de l'EPA, elle n'est pas rendue obligatoire par le Code de l'urbanisme, mais il nous a semblé, pour en partie les raisons évoquées, qu'il était désormais temps, compte tenu de la maturité aussi du porte-projet, d'aller à l'encontre du public. Et puis, c'est une logique de préparation de la mise à jour de l'étude d'impact de la ZAC, en intégrant ces secteurs dans la réflexion qui sera soumise sur de futures décisions. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, dans quel rythme, avec quelles conditions, etc. Je fais une dernière diapo avant peut-être une petite changement de nature de la présentation. Donc revenir en quelques mots sur ce dispositif de concertation. Vous avez évoqué le contexte pandémique qui nous a amené à ajuster un certain nombre de paramètres, la durée plus longue que prévu, le nombre de réunions. On est aujourd'hui sur la 13e réunion publique, ce qui, dans le contexte, et même de manière absolue par rapport à d'autres références, est relativement élevé. On est sur 210 contributions reçues, plus de 180 personnes touchées, et des thèmes extrêmement variés dans les centres d'intérêt. Voilà en quelques mots sur vraiment le dispositif de concertation. Donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose donc de vous céder la parole, Alexandre Villatte et Gabriel Poifoulot, peut-être sur les 3 périmètres, les 3 secteurs de cette ZAC, de les déterminer, ou on dit travailler en tout cas quartier, secteur par secteur, de rendre compte de ce qui a pu être dit, l'expression, même si elle n'est pas exhaustive, l'expression des habitants, des riverains, des parties prenantes, et puis Alexandre Villatte d'élaborer, en tout cas de présenter les scénarios d'aménagement que porte l'EPA aujourd'hui et que vous souhaitez et que vous avez présenté lors de ces réunions publiques.
Je vous cède la parole, messieurs, pour cette présentation à deux voix. Très bien, merci. Donc on va faire une présentation en deux voix, secteur par secteur, dans une logique d'abord éminemment de restitution. Sur le premier secteur, qui est le secteur du marché d'intérêt national. Là, donc, nous sommes dans un... Enfin, nous sommes, je parle... Le nous, c'est... je parle aussi au nom, quelque part, de Bordeaux Métropole, hein, qui est de la régie du mine, Bordeaux Métropole étant propriétaire de ces terrains, la régie exploitant le mine, étant dans une phase exploratoire, phase amont, de réflexion sur l'évolution de ce secteur. Étant posé depuis l'origine de l'opération le principe du maintien du mine. Fondamental de le rappeler à toutes les occasions. Le projet Euro-Atlantique se construit sur la base d'un maintien du mine en cœur d'agglomération. Ceci étant dit, la réflexion s'engage aujourd'hui sur la manière en fait, de donner aux mines les moyens de fonctionner, d'assumer la croissance de son activité et de bien s'intégrer dans son tissu urbain. Donc la réunion et les échanges, les contributions par mail ont fait ressortir plusieurs thèmes. D'abord, l'environnement urbain du mine. Des questions sur est-ce qu'il y aurait l'opportunité de développer une ceinture végétale autour du mine ? Est-ce que dans les besoins d'interface avec le quartier, est-ce que pourrait naître en partie au moins une ceinture bâtie autour du mine ? Le mine étant un secteur fermé, une activité réglementée, il y a des besoins d'interface avec les quartiers. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des services connexes qui seraient ouverts à la population ? Quelles seraient éventuellement les possibilités de traverser le mine ? C'est des questions qui ont été posées. Est-ce qu'on pourrait installer une grande serre ouverte au public ? Est-ce que marginalement, le public pourrait faire des courses aux marges du mine? Ça, c'est sur l'environnement urbain. Beaucoup de questions également, ou pas mal de questions sur les déplacements, avec la question d'une éventuelle desserte par la voie du fleuve, notamment. Et dans ce cadre-là, un questionnement dans l'articulation avec l'aménagement des berges, c'est-à-dire la fin de l'autoroute A631. Beaucoup de questions sur la logistique du dernier kilomètre, questions contemporaines, développement des vélos cargo, réseau express vélo, comment irriguer le cœur de la ville, le cœur de la métropole à partir de déplacements non producteurs de gaz à effet de serre. Toujours sur le mine, des interventions aussi sur la recherche d'une exemplarité et d'innovation, recherche d'autonomie énergétique, des questions sur le développement de projets photovoltaïques, d'autres systèmes comme le biométhane. Et puis aussi en parallèle, aux lisières de l'économie sociale et solidaire, des réflexions sur l'environnement économique du mine, avec des propositions de fermes urbaines, de réactivation de la ceinture maraîchère de Bordeaux, de concilier les usages professionnels particuliers, des exemples aussi avec d'autres démarches coopératives liées à ce qui s'est fait à Bassins en matière d'éco-construction, et puis des questions là, qui seront ensuite entre les mains de la métropole, je le disais, sur la temporalité de la suite de la réflexion sur ce secteur. En tout cas, le sens de la présence du mine dans cette démarche animée par l'EPA, c'est qu'à l'origine de l'OIN, le grand principe du maintien du mine avait été posé. Et quelque part, c'était tout. Et quelques années plus tard, c'est très bien, mais comment on met en musique ce maintien, comment on l'accompagne, comment on accompagne le mine, d'où le retour vers le public sur l'affichage à l'ordre du jour de ce sujet. C'était donc le premier sujet, premier secteur. On passe au second secteur, qui est le secteur de Gade-Bourse, sur lequel donc, vous avez aussi le compte-rendu ou l'expression des habitants et les scénarios portés par l'EPA. Très bien. Alors, avant de laisser la parole à Alexandre Vilatte, quelques repères sur ce secteur. Vous le voyez à la jonction du boulevard Jean-Jacques Bosque, à la jonction de la place d'Armagnac, la rue Léon Paillère, la rue des Maraîchers, l'ancienne rue Carle Vernet. Donc, d'abord, la présence d'un espace boisé classé, ce qu'on appelle le bois de Paillère, d'éléments patrimoniaux remarquables comme la halle Gade-Bourse, qui a suscité beaucoup de propositions, beaucoup d'envie dans son évolution, et puis un patrimoine ICF, le bailleur social de la SNCF, qui est symbolisé sur ce plan. Sur la restitution, thème numéro 1, comme on l'avait pointé dans le dossier de concertation, les espaces verts. Une volonté très forte, unanime, d'agrandir le jardin de Lars, donc de matérialiser l'extension possible de ce jardin de Lars par l'intégration du bois de Paillère, par l'enveloppement de la halle. Donc vraiment une volonté très forte. Aménager un maximum d'espaces verts, je vais être dans la restitution mot à mot, aménager un maximum d'espaces verts, aménager une continuité verte avec Bègle, avec des questions sur comment traiter le boulevard. En matière de production de logements, et notamment de logements sociaux, des positions assez hétérogènes. Certains nous disant, on est sur un secteur où il y a déjà de la hauteur, il y a du dégagement, donc profitons-en.
montons, 9 étages, voire plus. Ça permet de dégager de l'espace au sol. D'autres ne partagent pas cette position de certains riverains, donc plus rétifs. Des questions sur la démolition-reconstruction de barres d'immeubles ICF, mais en rappelant la volonté d'avoir une programmation logement social forte dans le secteur. Donc voici en termes de production de logements. Sur les équipements et les services, une appétence, une aspiration à aménagement d'un espace associatif ouvert au quartier dans l'Alga de Bourse, en mixité d'usage. C'est une grande demande qui revient des lieux où l'interaction sociale se fait, où les gens se rencontrent, où il y a du brassage, où on ouvre sur un espace vert. Donc une très forte attente et un repérage du potentiel de cette halle. En marge du secteur, sur la halle Saint-Gobain, donc ce qui est aujourd'hui l'atelier du bâtiment, des idées de transformation à terme de cette halle. Sur les déplacements, une volonté d'aménager plus de pistes cyclables, en tout cas le plus possible. Je vais passer donc la parole à Alexandre Villatte sur le tronc commun qui se dégage de ces éléments. Oui, sur la base des orientations que vient de citer Gabriel, on va pouvoir dessiner, orienter différents scénarios de projets qui sont à ce stade des scénarios programmatiques, des scénarios qui permettent de voir des grandes orientations urbaines et qu'il ne faut pas prendre comme des plans de projets urbains, des plans dessinés fixant définitivement les limites entre zones construites et zones destinées à de l'espace public. Cependant, entre ces différents scénarios que je vais vous présenter, un certain nombre d'éléments communs, ce qu'on appelle le tronc commun, peuvent déjà être pris en compte et sont issus des orientations qui ont été soulevées dans la concertation. Tout d'abord, le principe de sanctuariser, d'augmenter le plus possible le jardin métropolitain de Lars en créant un espace vert d'un seul tenant, le plus grand possible, autour du bois classé, en le valorisant d'ailleurs, en le remettant en valeur, en l'ouvrant au public, et en l'étendant par tous les moyens, à la fois vers le jardin de Lars, dans sa première partie, celle qui est en cours d'aménagement, celle qui est en cours de construction, mais également vers les autres maillages verts constitués du quartier, et en particulier vers Bègle, sur lequel une concertation en parallèle est mise en place pour pouvoir continuer à agrandir ce maillage vert. Donc, le tronc commun, finalement, aux différents scénarios, ça va être comment on agrandit au plus ce parc et comment on va aussi organiser ce parc. Quels usages on va intégrer, comment on va pouvoir à la fois mettre en valeur le bois existant, peut-être créer des parcelles pour faire de l'agriculture urbaine, peut-être intégrer des équipements sportifs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça sera plein de possibilités qui nous seront données à expertiser et à discuter dans les phases suivantes de concertation. Et comment ce parc va permettre aussi d'aller facilement vers les points d'attraction du quartier, la station de tram, les arrêts de TCSP sur le boulevard, la partie béglaise. On accompagnera ça aussi d'un certain nombre d'éléments communs, de desserte, d'accès aux grands équipements, de mise en valeur des halles existantes, que ce soit Saint-Gobain ou la halle Gatbourse. De ce fait, la différence entre les deux scénarios que je vais vous proposer, donc sur cette diapo et sur la suivante, tourne essentiellement sur la position et le maintien d'une des barres de logements sociaux d'ICF, puisque on voit que nous pourrions arriver à une création d'un espace vert de 2 hectares et demi, 3 hectares en continuité du jardin de Lars existant, pour le monter à 7 à 8 hectares au total, qui permettrait de mettre en valeur les différentes halles, dans tous les cas, d'avoir des constructions périphériques dont les hauteurs devraient s'adapter à la fois aux environnements, trouver des hauteurs plus basses à proximité des quartiers constitués des shops, trouver des hauteurs plus hautes en fond de parc, le tout pour retrouver les différents équilibres. Et donc, premier scénario que vous voyez ici, avec différentes façons de le représenter. Il y a 2 plans, puisqu'il ne s'agit pas de définir un plan, un projet urbain fixe. Ce sera la suite du processus de concertation, mais plutôt d'essayer de définir les grandes conditions. Donc, un espace vert de 2,5 à 3 hectares avec une constructibilité nouvelle d'environ 62 000 m² et des halles reconverties. Et un deuxième scénario,
qui était vraiment, je pense, le cœur de la discussion, où on maintiendrait l'ensemble des barres de logements sociaux ICF en l'état réhabilité, mais sur lequel on trouve un certain nombre de difficultés, et en particulier d'équilibre économique pour ICF, le bailleur social, sur ses volontés de réhabilitation. Dans tous les cas, nous arriverions, et ça après des études et des discussions assez longues avec la SNCF, à trouver des équilibres. Un équilibre basé sur des constructibilités de l'ordre de 60 000 m², plus ou moins, suivant qu'on démolit ou pas la troisième barre, et qui nous permettrait également de produire ce grand parc et ses équipements. Sur la partie Amédée-Saint-Germain, je vais laisser Gabriel donner les remontées de la concertation pour vous indiquer ensuite comment nous pourrions les mettre en œuvre. Merci, j'espère que le micro fonctionne bien. Donc là encore, nous commençons par les espaces verts, avec la demande de création d'un grand espace vert le plus grand possible et surtout d'un seul tenant. Un bilan critique, en tout cas projeté par rapport à Amédée-Centre, chercher quelque chose d'un seul tenant et le plus grand possible. Pas d'unanimité sur le fait qu'il n'y ait en fait qu'un parc ou un projet urbain mixant parc et construction, même si plus de demandes dans les expressions qui nous sont parvenues sur l'option 1, mais aussi une conscience que pour localiser des équipements qui ont été souhaités, il faut aussi de la construction. Des souhaits d'intégration de parcs de jeux d'usage et de city-stade dans cet espace vert, et une demande d'attention particulière sur la problématique de l'ensoleillement. En matière de production de logements, et notamment de production de logements sociaux, une différence de perception par rapport à Amédée Nord, entre Amédée Nord et Amédée Sud, avec plus d'enclin à envisager de nouvelles constructions sur Amédée Nord, y compris dans une logique quelque part de délestage du Sud. Beaucoup de questions sur le maintien ou non des résidences ICF au sud d'Amédée, et des propositions d'ajuster les hauteurs d'éventuels bâtiments au contact de la rue Amédée-Saint-Germain. En matière d'équipement et de services, beaucoup d'attentes sur, quelque part, l'effet un peu miroir par rapport à Gatbourse, d'aménagement d'espaces associatifs, et beaucoup de problématiques qui là sont hors de la ZAC et en dehors de Rhin-Atlantique, mais qui sont le reflet du tissu constitué historique de Bordeaux, en tout cas d'attente d'un espace sportif couvert pour les élèves, et notamment de l'école Fieffé. Énormément d'interventions sur l'ASPOM, ce qui a été l'occasion de préciser aussi les limites de compétences, l'ASPOM étant une propriété SNCF mais située en dehors du périmètre de Rhin-Atlantique, et étant aujourd'hui minoritairement fréquentée par des cheminots et majoritairement par des Bordelais et des Bordelaises. En matière de déplacement, on peut le dire, unanimité sur le projet de création d'une connexion directe avec la gare, des attentes fortes aussi sur le réaménagement de la rue Amédée-Saint-Germain, et beaucoup d'attentes sur le fait que les accès à ces fameux arrêts de transport en commun en site propre, nouveaux, qui vont bientôt arriver, soient le plus facile et le plus fluide possible. Je repasse la parole à Alexandre. Sur la base de ces grandes orientations, la SNCF, propriétaire de ces terrains, a donné un certain nombre d'indications de ce qu'elle pouvait mettre en œuvre. En particulier, quels bâtiments seraient conservés, réhabilités, que ce soit sur la partie sud et la partie nord. Un accord de principe sur la création d'un espace vert de pleine terre, d'un seul tenant sur la partie sud, et un certain nombre d'engagements sur des créations de locaux associatifs, de locaux sportifs, voire de rénovation sur le local de l'ASPOM, qui est une association sportive locale partagée avec les habitants. Vous retrouvez ces grands principes sur le schéma que vous voyez ici, et qui, du coup, pourraient s'inscrire dans les grandes lignes du plan guide fixé sur la zone Amédée, issue de la concertation de 2015. Par rapport à ça,
par rapport à cela, et de la même façon que sur GadBourse, un certain nombre d'éléments communs peuvent être mis en place à travers différents scénarios qui viennent illustrer les différentes sensibilités émises sur GadBourse. À l'inverse de GadBourse, où finalement il y avait une certaine convergence sur les possibilités de faire un projet urbain équilibré entre parc, construction, et où finalement le point d'interrogation portait plutôt essentiellement sur le maintien d'une barre, on voit bien que sur Amédée, les scénarios sont beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, avec en particulier la question de l'étendue de l'espace vert, de sa quantité, et en particulier sur le secteur Amédée Sud. Et donc les différents scénarios que je vais vous montrer sont des scénarios qui permettent d'illustrer les possibilités et les conséquences suivant les points de vue. Tous ces scénarios, malgré tout, prennent en compte un certain nombre de choses. La création d'espaces verts de plus ou moins grande importance, la création de locaux associatifs, la rénovation de l'ASPOM, la création d'une salle de sport au nord, la relocalisation de stationnement, en particulier pour ceux qui sont déjà là, des employés de la SNCF, et des logiques de relogement préalable des habitants si ceci devait être évolué. La première famille de scénarios, finalement, répond à une demande d'une partie de la population qui est de faire le plus grand parc possible sur Amédée Sud. C'est-à-dire, concrètement, on utilise toute la partie, tout le terrain d'Amédée Sud, sauf le bâtiment patrimonial de la cantine. Alors, patrimonial, il y a un vrai intérêt patrimonial, mais c'est aussi un usage pour les cheminots important. Et tout le reste, le flécher vers un grand espace vert qui s'ouvrirait sur toute sa longueur, sur la rue Amédée, sur les voies SNCF, et dans lequel les suites de la concertation permettraient d'identifier comment on intègre des espaces verts, des différents usages dans ce parc, finalement, comment ce parc est dessiné. Et la contrepartie de ce grand parc, une forme de compréhension d'une nécessité quand même pour la SNCF de construire des programmes d'appoint sur la partie nord, intégrant malgré tout, et c'est une vraie demande, une salle de sport au contact le plus proche de l'école Fieffé. Donc voici ce premier scénario qui concentrerait des constructibilités sur le nord et la création d'un espace vert sur le sud. Ce scénario a des conséquences importantes, à la fois de manque de constructibilité et d'équilibre économique difficile qui nécessiterait le recours à des aides de la collectivité ou des collectivités, puisque quelque part ce scénario est un scénario de rattrapage du manque d'espace vert sur le quartier du Sacré-Cœur. Je reviendrai sur les questions économiques en synthèse. Une deuxième famille de scénarios possibles, c'est d'être sur un scénario équilibré entre les demandes de la SNCF pour pouvoir transformer son site. Et je rappelle que la SNCF est seul maître à bord du changement d'affectation de sa domanialité ferroviaire. C'est une particularité de la loi française, mais en tout cas qui entend et qui fixe les règles de jeu de cette mutation. Et donc un scénario à l'équilibre entre les attentes de la SNCF, les attentes de la population et des puissances publiques, permettant la création d'un parc d'1 hectare, et non pas 2 hectares comme dans le premier scénario, 1 hectare, c'est-à-dire un peu moins grand que la place André-Meunier, qui, suivant les configurations, pourrait s'ouvrir soit du côté des voies, dans le grand axe, le grand mail vert qui constitue l'ensemble d'Amédée, ou à l'inverse, qui pourrait être plutôt transversal, s'ouvrir à la fois sur le quartier et permettre un accès beaucoup plus facile à la ligne de TCSP. Là encore, dans un tel scénario, l'équilibre entre les constructions et l'espace vert resterait à étudier finement, permettrait aussi de définir les conditions d'aménagement de ce parc, où est-ce qu'on met les city-stades, où est-ce qu'on met les différents lieux d'usage, comment on accède aux différents locaux, en particulier associatifs, que l'on pourrait mettre dans un tel projet. Dans un tel projet, parc d'1 hectare au sud, c'est-à-dire 2 hectares au global sur l'ensemble d'Amédée, avec des constructibilités au sud de l'ordre de 48 000 m² et toujours de 18 000 m² au nord, ça ne change pas, et toujours cette salle de sport au nord. Et puis une troisième famille de scénarios où seraient demandés des efforts complémentaires à la SNCF pour agrandir ce parc, et donc ce scénario illustre finalement une position à la moyenne entre les deux scénarios, c'est-à-dire que le premier scénario c'était un parc de 2 hectares au sud,
Le deuxième, c'était un parc d'1 hectare. Mais là, on se positionne à 1,5 hectare au sud, ce qui entraîne de facto une baisse de constructibilité, c'est normal, mais permet d'ouvrir beaucoup plus ce parc. Alors, soit, là encore, vers les voies ferrées, soit beaucoup plus vers le quartier Saint-Germain. Par exemple, la deuxième image, on voit qu'à peu près 50% du linéaire sur la rue Amédée pourrait être ouverte au parc, de la même façon que dans les surfaces de constructibilité évoquées, on pourrait être dans des atténuations de surface comparativement et de hauteur comparativement à ce que l'on connaît sur Amédée Centre. Et donc 3 familles de scénarios qui permettent de mesurer finalement, de mettre un curseur sur ce qu'il serait possible et d'en avoir les différentes conséquences. Une dernière question, et donc par rapport à ces différents scénarios, il y a des équilibres économiques, bien entendu, qui sont les attendus de la SNCF. C'est un élément important à avoir en tête. Et ces différents scénarios se positionnent par rapport à ces attendus et ensuite génèrent des recours ou pas à des financements publics, à des subventions des collectivités qui seront à prendre en compte dans les décisions qui devront être prises dans les prochains mois dans le cadre de la suite de ce process, à la fois par les collectivités et le conseil d'administration de l'établissement. Une dernière hypothèse est survenue dans le cadre de ces concertations et qui répond quelque part aussi à l'enjeu de pouvoir comparer ces futurs projets par rapport à la réalité de ce qui est en train d'être construit sur Amédée Centre, puisque Gabriel l'avait rappelé, le quartier Amédée est construit en 3 temps. La première partie en cours de construction sur Amédée Centre sera finalisée d'ici 2 ans et on aura une vision d'ensemble avec des espaces publics, avec des plantations, avec des bâtiments finis d'ici là. Et donc, un des scénarios qui a été évoqué et remonté par la population, c'est de dire mais pourquoi décider maintenant ? Pourquoi ne pas regarder, une fois que Amédée Centre sera terminé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quels sont vraiment les équilibres. Ça aurait également l'avantage d'associer les nouveaux habitants de ce quartier à la définition de ce quartier Amédée Sud, puisque c'est là que se concentre l'ensemble des questionnements. Ce scénario a son intérêt, mais il a aussi des impacts qu'il faudra tenir compte, assumer, en particulier pour la SNCF, puisque si la SNCF nous a demandé de participer à cette concertation, de mettre ces projets d'Amédée de Gadebours sur la question, c'est parce qu'il y a aussi des patrimoines qui sont vétustes, des utilisateurs de ces patrimoines qui demandent une rénovation et donc une nécessité d'une vision globale en attendant, et donc reporter dans le temps, c'est aussi mettre en difficulté ces différents utilisateurs. Ça, c'est un premier point. Et le temps aussi que l'on pourrait prendre pour décider, c'est aussi un temps où il faudra mettre en œuvre des process de sécurisation, en particulier de la friche sur Amédée Sud, puisque des usages détournés peuvent arriver assez facilement sur ce secteur-là. Voici les différents scénarios qu'on pourrait mettre en œuvre sur Amédée Centre. Et si je reviens sur l'ensemble des secteurs que nous avons questionnés dans le cadre de cette concertation, qu'est-ce que l'on peut en ressortir finalement ? Sur le secteur mine, on voit d'une façon générale qu'il y a une adhésion un peu générale sur le fait que le mine doit continuer à exister, à se développer dans le centre de la métropole. Il y a aussi une perception que ces accès doivent être améliorés, doivent être diversifiés. Ce n'est pas forcément que des accès camions tels qu'on le connaît aujourd'hui. Et que ce mine, dans le cadre de son développement, dans le cadre de son avenir, il doit s'ouvrir sur le quartier. Il doit fonctionner avec lui, il doit trouver des convergences. Et dans cette évolution, il doit aussi se soucier de sa désartificialisation. On est peut-être sur l'endroit le plus artificialisé actuellement de la métropole. Et donc comment tout ça, dans les réflexions qui auront lieu dans les prochaines années sur ce devenir, on met ensemble ces différentes contraintes. Sur le secteur Gadebours, là aussi, on a eu plutôt des visions assez convergentes avec fondamentalement une volonté d'étendre le plus possible ce jardin métropolitain de l'Ars en l'ouvrant vers Bègles, en l'ouvrant vers les différents secteurs qui peuvent le border. Ce travail d'extension du jardin pour en faire un jardin métropolitain, quasiment presque en doubler la taille, doit permettre également d'étudier le devenir de la halle Gadebours, la halle Saint-Gobain également, pour en faire des lieux qui soient rayonnants pour le quartier, pour la ville, et apporter des usages aux différents habitants.
Dans cette concertation sur le projet Gadebourse, il y a eu une bonne compréhension de ces enjeux d'équilibre entre extension du parc, création de nouvelles constructions pour financer l'ensemble, d'autant plus que ces questions de reconstruction, de construction, participent à des équilibres économiques du bailleur social présent sur place pour rénover une grande partie de son patrimoine. Et là encore, on retombe sur les attendus de la SNCF et de ses habitants et de ses locataires, d'une volonté de rénovation d'ensemble de ce patrimoine sur ce secteur-là, nécessitant là aussi des équilibres économiques que le projet urbain d'ensemble peut apporter. Et puis, on arrive sur le secteur Amédée, où là, on a eu plus de vues divergentes, d'appréciations différentes. Sur le nord, plutôt des réactions modérées avec une demande d'ouverture vers la gare et son parvis, une volonté d'inscrire un espace sportif couvert au plus proche de l'école Fieffé, ce qui serait possible, et des capacités de constructibilité qui en réalité seraient protégées du reste du quartier Sacré-Cœur par les constructions déjà existantes. Et sur le sud, là pour la peine, un vrai secteur où les débats ont été parfois vifs, autour de cette question de la taille de ce parc, le plus grand possible, qui se confronte avec des difficultés d'acceptabilité pour la SNCF, d'acceptabilité de cette mutation et de ces conditions, mais aussi de questions de programmation plus générale dans Atlantique et face à la lutte contre l'étalement urbain qu'a évoqué Gabriel. Par contre, un certain nombre de points de convergence ont malgré tout pu être mis en œuvre sur ce sud, en particulier la préservation et rénovation de la SPOM et l'intégration de nouveaux locaux associatifs. Si j'en viens à une synthèse de ces différents scénarios et de ces différentes orientations, qu'est-ce qu'on peut dire de façon chiffrée, de façon quantitative sur cette concertation? On a, et pour répondre, je pense, à ce qui est la question fondamentale, qui est la question de la production d'espaces verts dans le quartier, on a des capacités assez importantes d'étendre la production d'espaces verts de Atlantique. Pour mémoire, on a déjà en cours de réalisation sur Atlantique quasiment 13 hectares d'espaces verts. Aujourd'hui, on a un peu moins de 2 hectares créés sur la ZAC. On est en train d'en créer un peu plus de 13. C'est la carte que vous montrez, Gabriel, tout à l'heure, et qui seront livrées dans les 2 ans qui viennent. On a, avec cette concertation, une capacité d'encore étendre de 4 à 5 hectares ces espaces verts. Donc de 1 à 2 hectares nouveaux sur Amédée, principalement concentrés sur la partie sud et faisant l'objet des principaux débats. Sur Gadebourse, de 2,5 à 3 hectares nouveaux, vraiment reconquis sur des friches industrielles bétonnées, bitumées de la SNCF. Et puis sur le mine, on est sur des réflexions beaucoup plus amont qui resteront à définir. Par rapport à ces différentes capacités de création d'espaces verts, différentes fourchettes de constructibilité qui ont leur pendant en termes de besoins de financement par les collectivités. Sur Amédée, suivant que l'on construit uniquement au nord, on pourrait construire de l'ordre de 18 000 m², et suivant la taille que l'on retiendrait pour le parc sur la partie sud, les constructions iraient de 30 000 à 48 000 m², donc c'est-à-dire de 48 000 m² à 66 000 m² au total sur Amédée. Sur Gadebourse, les constructibilités tourneraient autour de 60 000 m², plus ou moins 5 000 m², suivant que l'on conserve ou pas une des barres de logements sociaux qui participerait à financer la rénovation de l'ensemble du patrimoine social. Et là encore, sur le mine, il est beaucoup trop tôt pour se positionner là-dessus. Ça reste à définir, on est encore sur des orientations très macro. Et donc tout ça, cette superposition, cette confrontation entre production d'espaces verts et fourchette de constructibilité amènerait à des restes à financer qui vont être l'objet aussi de débats d'opportunités entre les membres du conseil d'administration, plus ou moins importants, suivant que l'on est sur des scénarios équilibrés ou pas. Par exemple, sur Amédée, un parc d'1 hectare au sud ne nécessiterait pas de recours à l'impôt supplémentaire. Un parc d'1,5 hectare nécessiterait environ 8 millions de recours à l'impôt. Ne faire qu'un parc nécessiterait environ 30 millions d'euros. Et on voit la sensibilité extrêmement importante de cette échéance, de ces différents scénarios sur Amédée, qui nécessitent bien entendu du temps et des arbitrages des différentes parties prenantes, et en particulier au sein du conseil d'administration de l'établissement.
Sur GAD-Bourse, on est sur des scénarios qui sont beaucoup plus neutres, avec des légers deltas de l'ordre de 2-3 millions d'euros, suivant que l'on conserve ou pas la barre et que ça permette ou pas d'intégrer des rénovations plus ou moins ambitieuses sur le parc social existant. Et puis resterait la question du financement de la transformation de la GAD-Bourse. On sait elle est valorisée par la SNCF de l'ordre de 9 millions d'euros. Des discussions pourront continuer avec la SNCF, avec la ville, avec les porteurs de projets qui restent à identifier pour trouver des équilibres de sortie et de programmation par rapport à ça. Là encore, on verra à ce moment-là comment tout ça se finance. Sur le mine, il est là encore beaucoup trop tôt. Merci de cette présentation exhaustive. Avant de basculer sur la partie questions, peut-être Gabriel Poifoulot, vous introduisiez tout à l'heure en expliquant qu'il ne s'agissait pas de la réunion de bilan de concertation, mais d'une synthèse. Et donc, notre réunion sera suivie, cette concertation sera suivie d'autres démarches. Peut-être en conclusion de cette première partie, nous donner les grandes étapes et les grands éléments de suite de ce travail de concertation. Tout à fait. Alors il y a déjà un élément à préciser. Dans les 210 contributions qu'on a mentionnées tout à l'heure en introduction, pour celles qui étaient sous forme de questions et donc appelaient des réponses de notre part, on est aujourd'hui sur un taux de réponse à peu près 80%. C'est-à-dire qu'il nous reste 20% à traiter, donc ça sera fait dans les prochains jours. Et là, on sera sur la vraie fin de cette concertation préalable. Ensuite, je le disais, viendra le travail de l'analyse. De reposer un peu cette matière vivante, un peu chaude, un peu vive parfois, pour que tous les partenaires se posent et que nous, en tant que maître d'ouvrage, nous établissions le bilan de la concertation. Je le disais, le bilan de la concertation, et c'est un point de droit, il est présenté, il est discuté et il est approuvé en conseil d'administration, donc à l'été, on indiquait la date, juillet 2021, et il est là pour enclencher un cycle des acquis, de consolidation des acquis de la concertation. Un des points névralgiques qui s'engage en parallèle de ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le travail de révision du programme des équipements publics de la ZAC. Et donc là, c'est un travail en fait tripartite entre la ville de Bordeaux, on a mentionné les compétences scolaires, sportives, de soutien à la vie associative tout à l'heure, avec Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole étant, au titre de ses compétences, un acteur central dans le projet, et avec le PA sur les sujets de spatialisation, de programmation, etc. Donc on a évoqué quelques sujets du PEP, là, équipement scolaire, city-stade, retour ou pas des crèches publiques, locaux associatifs, oui, non, à quel endroit, quid des équipements culturels. Ça, ce sont des débats qui sont devant nous. Les collectivités seront amenées à délibérer sur ce programme des équipements publics. Et il y aura aussi en parallèle, puisqu'on a vu que nous étions à la rotule de certains quartiers, même si pas compétents, il y a une enceinte de débat où il a été question de la SPOM, hors Euratlantique, donc qui interpelle les relations entre la SNCF et la collectivité. On peut aussi citer le théâtre de la Manufacture Atlantique, qui est le seul équipement culturel municipal en rive gauche à Bordeaux, qui est en dehors de la ZAC, mais tout près de la ZAC. Donc il y aura des débats sur quid du devenir de ces équipements qui ont une belle renommée, une belle fréquentation dans ces quartiers. Donc bilan, travail sur le programme des équipements publics. Et puis, c'était la deuxième thématique qui était évoquée tout à l'heure, l'actualisation de l'étude d'impact de la ZAC, qui sera produite en direction du public, qui fera l'objet d'une enquête publique et qui sera organisée de manière prévisionnelle à l'automne 2021, donc dès cette année, et qui permettra notamment d'éclairer des débats sur tel secteur, dans quelles conditions, s'ils sont développés. C'est vraiment la vocation de l'étude d'impact, d'éclairer le public et d'éclairer les personnes publiques qui prennent les décisions. Et puis ensuite, et ça c'est le message qu'on a répété, sur lequel on a le plus insisté parce que c'est la condition de la confiance, et c'est la condition de la poursuite d'un projet comme celui-là. La notion de préalable, dans concertation préalable, elle veut dire quelque chose.
Nous avons été réunis pendant ces 9 semaines autour de la notion de lancer le temps 1 de l'échange sur ces secteurs. Et Alexandre Villatte l'a dit tout à l'heure, la vocation de la concertation préalable, ce n'est pas d'établir des plans guides dans le détail. C'est de se confronter, d'échanger, de discuter, de recevoir les sensibilités, les demandes, les besoins. Et ensuite seulement, s'il y a les conditions, une volonté politique de faire, ensuite de se lancer dans un travail au long cours avec les riverains, avec les habitants, avec évidemment les propriétaires des sites, en premier lieu la SNCF, sur un travail beaucoup plus fin de dessin itératif. Voilà. Et ça prend des mois, ça prend parfois des années. C'est aussi le sens de la temporalité de la première décennie d'Euratlantique qui s'achève aujourd'hui. On voit les secteurs qui étaient mentionnés tout à l'heure. C'est le temps long. Et là, il y a des occasions d'échanges itératifs avec toutes les parties prenantes. Merci pour cette première partie. Nous allons pouvoir aborder la seconde partie de notre rencontre, de notre rendez-vous, en interpellant et en récupérant, en collectant l'ensemble des questions qui nous sont posées. 2 points particuliers. Alors, d'une part, nous recevons beaucoup de commentaires, de remarques, d'interpellations. Et donc, c'était important de préciser que ces commentaires, ces remarques, vos questions, nous les collectons et nous prendrons soin de toute manière d'y répondre, soit directement aujourd'hui dans le cadre de notre rencontre, soit dans le cadre du bilan de la concertation, mais il y a clairement cette volonté de répondre à toutes les questions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a d'ores et déjà un certain nombre de questions qui s'affichent à l'écran, et moi, je ferai votre porte-parole et je poserai ces questions qui nous sont envoyées à l'ensemble des 3 participants. Mais tout de suite, je vais peut-être céder la parole à Pierre Urmic, maire de Bordeaux, qui souhaitait intervenir en introduction de cet échange. Oui. Pierre Urmic, je vous en prie. Effectivement, je souhaitais intervenir avant que n'ait lieu l'échange. D'abord pour dire que cette concertation s'est déroulée dans des conditions que je qualifierais d'atypiques et compliquées. Je rappellerai qu'initialement, elle devait se dérouler du 1er février au 18 mars et que je pense que nous avons pris la sage décision de la prolonger de 3 semaines pour qu'elle se déroule jusqu'au 8 avril. Je tiens à remercier messieurs Villatte et Poifoulot pour leur investissement à l'occasion de cet exercice difficile de concertation avec les habitants. Et je remercie également les habitants qui se sont mobilisés à l'occasion de cette concertation. Dans la mesure où je considère qu'on a trop pris l'habitude de faire la ville sans ses habitants, je dois vous indiquer qu'en tant que maire de Bordeaux, je souhaite décider avec les habitants du devenir de leur quartier. C'est un engagement que j'avais pris et auquel je suis naturellement très attaché. Sachez que sur la partie Amédée Saint-Germain, j'ai reçu des dizaines de courriers, plus exactement de mails, d'habitants, certains d'ailleurs peut-être suivent nos débats. Mes adjoints ont également se sont investis puisqu'ils ont participé à chaque réunion de concertation et ont su me faire remonter les inquiétudes fortes de la population sur ce secteur. J'ai souhaité que le processus de concertation préalable puisse se dérouler jusqu'à son terme. Tout le monde n'a pas forcément compris, mais j'ai souhaité qu'il se déroule jusqu'à son terme sans intervenir. Sans intervenir en cours de route, comme beaucoup m'y pressaient, car souhaitais que je donne mon point de vue, je ne souhaitais pas le faire, dans la mesure où il me semblait absolument indispensable de respecter une période de concertation qui doit se dérouler dans des conditions de plus grande neutralité possible et sans chercher à influencer le débat, ce qui aurait, à juste titre, aurait pu m'être reproché. C'est à mon avis, mon sens, que l'on garantit le mieux le respect et l'écoute réelle des habitants. Je vous indique que je partage les positions réservées des habitants sur Amédée Saint-Germain et qui rejoignent d'ailleurs bien souvent
les orientations portées par la nouvelle équipe municipale. Amédée, centre, c'est déjà 100 000 m² en cours de construction. Les différents scénarios proposés y ajoutent entre 50 000 et 70 000 m² de construction nouvelle. Il faut le temps, à mon avis, au quartier de bien intégrer ce nouveau secteur, ses habitants, ses salariés. Bien évidemment, il faut continuer à construire des logements à Bordeaux, je le répéterai inlassablement, il faut continuer à construire des logements à Bordeaux et notamment des logements sociaux dont nous sommes cruellement dépourvus. Mais on ne peut pas, c'est ma conviction, construire de nouveaux quartiers contre leurs futurs voisins et sans un climat serein, d'accueil et d'envie partagée. Ce climat ne me semble pas aujourd'hui réuni. J'ajoute que nous voulons végétaliser Bordeaux, nous voulons lutter contre les îlots de chaleur urbains, nous voulons améliorer la biodiversité et nous avons, ici à Bordeaux, décrété dès notre élection l'urgence climatique. Et urgence climatique qui doit s'appliquer naturellement sur tout le territoire de la ville de Bordeaux. J'estime que les conditions de poursuite de ce projet, j'estime en ma qualité de maire de Bordeaux, c'est bien clair, les conditions de poursuite de ce projet ne sont manifestement pas réunies. Je vais donc, vous l'annonce, je vais donc demander au conseil d'administration de l'EPA d'arrêter ce projet Amédée-Saint-Germain, ce projet actuellement soumis à la concertation. En ce qui concerne le secteur Gâte-Bourse, la situation est différente dans la mesure où il a beaucoup moins mobilisé les habitants que la partie Amédée-Saint-Germain Nord et Sud. Et il y a tout de même un enjeu de poursuite sur Gâte-Bourse, de poursuite de la réalisation, pour moi importante, du jardin d'Ars jusqu'au boulevard. Et aussi d'un nombre important de logements sociaux sur ce secteur. Je souhaite cependant que les premières propositions faites par l'EPA puissent être, je dirais, revisitées. Pour ce qui concerne le mine, il faut évidemment permettre son développement. Le mine doit devenir un pôle d'excellence alimentaire de la ville et de la métropole, et plusieurs scénarios devront être proposés. Donc voilà ce que je voulais brièvement vous indiquer de façon synthétique, ce qu'est à ce jour ma position par rapport à la synthèse de la concertation qui vient de nous être proposée. Voilà, je vous remercie. Alexandre Villatte, donc des informations, en tout cas des positions très fortes. J'imagine que vous avez, par rapport à Amédée-Saint-Germain, Gâte-Bourse, j'imagine que par rapport à ça, vous souhaitez réagir? Écoutez, la position du maire est assez claire et je pense qu'elle s'inscrit dans tout le processus. La position du maire est assez claire et elle s'inscrit dans ce process de concertation qu'on a indiqué. Aujourd'hui, on est sur une synthèse, on fait un état des lieux de ce qui a été dit, de ce qui a été remonté, des possibilités. La position du maire montre qu'il y a un certain nombre de convergences. Continuer Gâte-Bourse, continuer à le travailler, c'est logique. Un projet urbain ne se fait pas en 3 mois. C'est un exercice long qui prend du temps, mais je pense que sur Gâte-Bourse, l'importance d'aller jusqu'au bout de la réalisation de ce parc métropolitain, de permettre la rénovation des logements sociaux, d'en construire d'autres, de trouver un projet équilibré et partagé de pousse. Sur le mine également, c'est un poumon économique, un poumon d'excellence environnementale et alimentaire essentiel. Et puis sur Amédée, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension sur ce que sera la réalité d'Amédée Centre et de comment ça pourrait être sur la suite. Et donc, donner du temps au temps ne me semble pas injustifié. Comme l'a précisé Monsieur le maire, on est dans un process de départ, il donne sa position. Il y aura de nombreuses discussions ensuite entre les différentes collectivités, les différents partenaires du conseil d'administration de l'EPA pour justement définir et permettre d'accompagner ce vœu ou pas, ou de le modérer.
Alors cette décision ne prive pas notre débat de questions, bien au contraire. Je pense qu'elle permet de nourrir et d'avancer et d'échanger. Donc je propose qu'effectivement on rentre tout de suite sur cet échange et sur ces questions. Je me fais là le porte-parole des questions qui sont posées. La première qui nous arrive donc concerne Amédée Saint-Germain. Est-il prévu d'autres démolitions du côté de la rue Amédée Saint-Germain ? Sur tout ce qui est du linéaire d'Amédée Sud et Amédée Nord, objet de la concertation, et par rapport aux indications données par le maire, ce n'est pas le moment de réfléchir à des mutations ou des démolitions. Il n'y aura pas de démolition. Par contre, sur tout ce qui est du périmètre de Amédée Centre, oui, le projet continue. Il est en plein cours de construction. Et entre autres, il reste un atelier qui reste à démolir, qui sera démoli dans les prochaines semaines. Les autres seront tous réhabilités. Concernant les chiffres que vous avez émis tout à l'heure, notamment concernant les parcs, il y a une question qui nous est posée. Pouvons-nous avoir des détails chiffrés par rapport aux coûts mirobolants qui sont avancés concernant le coût de fabrication, de construction, de réalisation des parcs ? Je vous laisse répondre. Sur la question du coût des parcs, les chiffrages qui sont donnés ne sont pas le coût d'aménagement du parc. C'est la somme cumulée de la libération des sites par la SNCF, en particulier des recompositions ferroviaires. Il y a actuellement des activités ferroviaires qui sont sur place qu'il faut déplacer. Ensuite, il y a des terrains à acheter. C'est ça qui coûte cher dans la partie Amédée. C'est cette question de la recomposition ferroviaire et de l'achat du foncier. Ça représente de l'ordre de 22 millions d'euros. Et le reste étant sur la réalisation elle-même du parc, où là on suit des ratios financiers usuels et qui expliquent ces deltas-là. Mais ce n'est pas la réalisation du parc en lui-même qui coûte cher, l'aménagement, la plantation des arbres, déplacer les terres et autres, c'est bien le déplacement des activités ferroviaires qui sont sur place et la dépollution et la mise la libération de ce site qui coûte cher. On a une question un peu plus technique sur le bien-être animal. Pourrait-on imaginer ou aménager un parc à chiens dans le quartier sur le modèle, donc ça nous est signifié, sur le modèle du jardin public ou du parc bordelais, l'objectif étant de permettre de développer un lien social entre les propriétaires de chiens, les promeneurs et éviter les conflits d'usage. Je ne sais pas si sur cette question. C'est fondamentalement, pour moi, l'objet des phases suivantes de concertation. Aujourd'hui, et toute cette phase de concertation préalable a servi à définir les grands équilibres, à trouver les chemins de concordance entre les différents partenaires pour pouvoir faire des projets. Ensuite, ces grands équilibres programmatiques vont permettre d'aller plus loin dans les concertations et par particulier de définir la forme de ces espaces publics. Comment vont être aménagés les parcs? Qu'est-ce qui, dans les parcs, sera aménagé aux espaces sportifs, aux espaces de récréation? Pourquoi pas aux espaces pour les animaux? Ça, c'est vraiment fondamentalement l'objet de ces concertations futures pour les parties où on pourra faire des parcs. Par exemple, ceux sur Gadebourg, ce désir-là remonte et que la municipalité, que les services gestionnaires accompagnent ce désir. Évidemment, ça peut être possible. J'ai une question qui est une question à plusieurs entrées, assez politique. Alors, première question, une question sur la forme peut-être. Le quartier Euratlantique, est-il ouvert sur la ville comme la communication du projet le prétend? Donc c'est le premier point. Donc je vous laisserai y répondre tout à l'heure. Mais dans ce cas, par rapport à votre intervention, Pierre Urmic, le maire exige-t-il qu'il rééquilibre l'absence d'espace vert et de services publics dans le quartier? C'est formulé comme une question. Est-ce que la question semble vouloir dire, est-ce qu'il y a un déséquilibre entre la surface annoncée qui était, semble-t-il, de 740 000 m² initialement et qui aujourd'hui se situerait à 1 380 000 m². Donc il y a une inflation, en tout cas c'est ce qui nous est fait, ce qui est souligné. Et donc la question c'est quel arbitrage politique? Et le dernier point ou la conséquence, c'est comment fait-on pour que la ville puisse rester accessible aux familles les plus modestes dans des quartiers
nous propose la personne, dans des quartiers livrés, entre guillemets, aux promoteurs. Donc la question, c'est bien celle de l'arbitrage économique et l'accès de la ville et de la collectivité et l'arbitrage politique. Je vous laisse... Le début, et après je ferai l'arbitrage politique. Je vous laisse répondre au début, non ? Quelques éléments techniques quand même et de précision. Je ne sais pas d'où sort le chiffre de 1 380 000 m². Enfin, moi, je le connais pas et ce n'est pas les chiffres qui sont mis en avant dans le dossier de concertation. On a effectivement une ZAC qui tourne autour de 700-800 000 m² actuellement. Des capacités d'extension dans le périmètre donné par des terrains qui peuvent muter de façon complémentaire et qui sont soumis à la concertation aujourd'hui, mais qui ne vont pas sur les chiffres évoqués. Par rapport à ces capacités de construction, je le rappelle, au centre de la métropole, sur le point le plus connecté. Là, on est vraiment au cœur de la lutte contre l'étalement urbain. On a fait un très gros effort de production d'espaces verts sur des ratios, il faut bien dire ce mot, qui sont largement supérieurs à ce qui est pratiqué par ailleurs. On peut regarder les autres opérations d'aménagement dans la ville ou ailleurs. Dans d'autres métropoles françaises ou européennes, on est sur des critères de production d'espaces verts très importants qui aujourd'hui nous permettent d'envisager dans les scénarios les plus ambitieux à la fois d'espaces verts et de constructibilité jusqu'à 18 hectares d'espaces verts sur cette ZAC Saint-Jean. C'est-à-dire que grâce à elle, on pourrait doubler la surface d'espaces verts sur Bordeaux Sud. Donc nous sommes sur des productions d'espaces verts par rapport aux besoins générés par cette opération extrêmement importants, je dirais même extrêmement généreux. Ceci étant, c'est une réalité que le sud de Bordeaux est peu doté en espaces verts. C'est une réalité, la ville est constituée comme ça depuis des siècles et les questions du moment sur l'évolution climatique amènent à réinterroger ça. S'il y a des volontés de produire plus d'espaces verts, et c'est fondamentalement la question qui a été posée au cours de cette concertation et la question qui nous réunit autour de l'Amédée et qui devra continuer à être partagée par les différentes puissances publiques, c'est ce qu'on appelle une logique de rattrapage qui est en dehors des besoins de la ZAC. Question légitime, mais qui amène à des demandes politiques et des arbitrages et aussi des moyens derrière qui appartiennent aux collectivités. Mais quoi qu'il en soit, la production de cette ZAC est équilibrée avec ces espaces verts. Enfin, sur la dernière question, sur garantir le droit de la ville pour des familles les plus modestes dans ce quartier livré aux promoteurs. Je rappelle juste quelques éléments. Attendez, pardon. Alors attendez, parce que la technique nous joue des tours. Ça va mieux, pardon. Je rappelle les principes fondamentaux de Ratlantique. Nous sommes sur une production de 35% de l'ensemble de nos logements qui sont des logements sociaux. Plus de 20% de nos logements sont des logements dits encadrés. Donc il y a un effort extrêmement conséquent d'accompagner les ménages les plus modestes, d'accompagner la famille moyenne à pouvoir venir se réinstaller dans le centre de Bordeaux. Je rappelle que la loi SRU, c'est 25% et je crois que sur Bordeaux, on est en dessous de 20% sur ces taux-là. Comparez moins de 20% sur Bordeaux, 35% dans notre production, plus 20% d'encadrés. Ça, c'est un premier élément. Sur les éléments qui ne sont pas de logements sociaux ou de logements encadrés, il faut aussi rappeler qu'on a une politique d'encadrement des prix de sortie pour permettre au plus grand nombre de venir habiter dans Bordeaux et qu'aujourd'hui, il y a des véritables effets d'opportunité pour des familles, pour des individus qui veulent se loger dans Bordeaux, de venir habiter dans le périmètre de Ratlantique. Les prix pratiqués dans Ratlantique sont de l'ordre de 1 000 à 1 500 € moins chers que les prix moyens constatés sur l'ensemble du reste de la ville. Donc ça, il n'y a pas de miracle. C'est une volonté politique retranscrite techniquement par les équipes de Ratlantique, par le projet, pour permettre au plus grand nombre de venir se loger dans des conditions satisfaisantes, dans des quartiers équilibrés, que ce soit en termes de construction, de densité, d'équipement, de services, d'espaces verts. C'est la principale force de ce quartier. Pierre Urmic, sur l'interpellation politique. Oui, elle est double, d'une part sur la question des espaces verts, et d'autre part sur les logements sociaux, en tout cas des logements abordables sur la ville. La question des espaces verts. C'est vrai que la ville, en général, est déficitaire en espaces verts par habitant. Et en plus, ces espaces verts sont plutôt mal répartis. Vous avez surtout de grands espaces verts dans la partie nord-ouest de la ville. Et vers le sud, notamment ici, vers le quartier de la Gare, c'est vrai qu'il y a plutôt pénurie d'espaces verts. Il faut rééquilibrer un espace vert.
Euratlantique est un des outils pour se doter davantage d'espaces verts, mais ce n'est pas le seul. Nous avons fait de la création d'espaces verts l'une de nos priorités, notamment pour être pratique, je veux dire le dernier budget que l'on a voté il y a une dizaine de jours, on a consacré 7 millions d'euros à la création d'espaces verts de proximité. Notamment quand je dis que ici le quartier est assez déficitaire, mais vous voyez, l'un de nos projets phares de mandature, c'est de faire de ce qu'on appelle des micro-forêts urbaines, type Miyazaki, c'est le nom qu'il aurait consacré, puisque c'est un concept d'origine japonaise. Mais la première micro-forêt urbaine que l'on a faite, on l'a faite ici dans ce quartier, au croisement de la rue Billonel et de la rue Fieffé. Et on l'a fait au détriment de places de stationnement, ce qui est difficile, parce que rajouter des arbres là où il y en a déjà, c'est pas très compliqué, tout le monde sait faire, mais casser du macadam, supprimer des places de stationnement pour mettre des espaces verts, des arbres en l'occurrence, à la place, c'est plus difficile. C'est encore plus difficile quand vous le faites en concertation. Quand vous allez voir les gens en leur disant, mais voyez la place de stationnement devant chez vous, ben, on va la sucrer. Au départ, on dit, mais non, écoutez, je me garde là, je sais pas, depuis des années. On dit, mais attention, vous allez avoir un arbre, vous allez avoir des arbres. Vous allez gagner 1 ou 2 degrés par rapport aux étés caniculaires qui vont nous tomber dessus. Je vous promets que par la pédagogie, par la concertation, par la discussion, on arrive à persuader les gens qu'à un moment donné, il faut faire des choix, aménager une ville. On ne peut pas construire partout, on ne peut pas faire du logement partout, on ne peut pas mettre du stationnement partout. Si on veut qu'il y ait des espaces verts, les espaces verts, ça se fera au détriment d'autres aménagements qui sont par ailleurs également prisés par les habitants. Donc on poursuit ce programme. Pas que des micro-forêts urbaines, mais de façon générale, on va essayer de mettre des arbres partout où c'est possible, et ce, en concertation avec les habitants. Donc ça, c'est une vraie priorité politique. Le logement social. Pareil, on ne peut pas uniquement compter, bien que des efforts importants soient faits Euratlantique, on ne peut pas compter que sur Euratlantique pour rattraper nos déficits. On a un déficit en termes de logement social. Nous, on a hérité d'une situation dans laquelle la ville est à 18% de logements sociaux, alors qu'on devrait déjà être à 25%. Les échéances de la loi SRU, on va devoir rattraper en retard d'ici 2025. Il faut qu'on a, sous peine de pénalité importante, d'ici 2025, il faut qu'on soit impérativement à 25%. Ça veut dire qu'il faut faire du logement social partout. Il y a des quartiers qui en sont dépourvus. Bordeaux-Sud, il y a des quartiers où il y en a beaucoup, mais il y a d'autres quartiers ici à proximité où il y a peu de logements sociaux. Donc il faut faire du logement social dans tous les quartiers de la ville pour rattraper notre retard. Alors on va le faire avec différents outils. On va faire ce qu'on appelle des baux réels solidaires, etc. Enfin, on a quelques outils. En tout cas, on a une volonté politique très ferme de tout faire pour rattraper le retard en termes de logement social dans lequel cette ville a été plongée ces dernières années. Et d'ailleurs, j'indique que notre prochain conseil municipal, nous allons faire des propositions importantes sur lesquelles on est en train de travailler pour bien préciser notre stratégie sur tout le territoire urbain en matière de logement social. Donc c'est vraiment, quand on dit qu'il faut qu'un maire interventionniste, croyez-moi, c'est vraiment une priorité de notre mandature. Et voilà, et on fera des propositions très concrètes d'ici quelques jours à l'occasion du conseil municipal. Une question sur l'équilibre économique, qui était un point qui était souligné tout à l'heure, avec une interpellation. L'équilibre économique pourrait-il se retrouver, ou se trouver en tout cas en opposant d'un côté le manque à construire sur Amédée Sud et les 90 000 mètres carrés de logements construits en plus de ceux prévus. Alors, je ne sais pas si le calcul est celui-ci ou il est juste. En tout cas, c'est une remarque qui vous est faite, Alexandre Villatte, sur ça. Économiquement, c'est un peu un raccourci, puisqu'en réalité, l'évolution de la ZAC a toujours été faite en due proportion des mètres carrés construits, des mètres carrés d'espaces verts, d'espaces publics construits et d'équipements. Donc tout ça est une question de proportion. Et quand on construit plus de mètres carrés, il est logique de faire plus d'espaces verts. Quand on fait plus de mètres carrés, il est logique d'avoir plus d'équipements, plus de classes d'école et ainsi de suite. Tout ça est une question d'équilibre, à la fois équilibre programmatique et équilibre économique, mais ce n'est pas juste 90 000 m² qui ont été ajoutés comme ça. Déjà, c'est des questions qui sont posées en concertation, mais qui ont fait l'objet parallèlement d'extension de surface d'espace vert. Si je prends le jardin de l'Ars initial
tel qu'il était prévu, conçu au début de la ZAC, et quand on regarde les évolutions que nous lui avons apportées ces dernières années, au moins sur la première partie, on l'a lui aussi augmenté de 20 à 30% sa surface. Il n'y avait pas au début de la ZAC de jardin sur Armagnac Sud. On a créé un jardin d'1,5 hectare, 2 hectares sur Armagnac Sud. Il est en cours de travaux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a des évolutions, c'est normal. La ville est une suite d'évolutions et chaque année apporte des évolutions complémentaires. La question, c'est de faire en sorte que celle-ci soit toujours équilibrée. La notion d'équilibre est fondamentale et des constructibilités, oui, mais c'est aussi de l'espace vert, c'est aussi de l'espace public, c'est aussi des équipements. Et nous, notre devoir, c'est de réguler, c'est d'accompagner, c'est de veiller à cela. J'ai là une interpellation, une critique qui vous est adressée d'une manière générale, donc elle n'est pas diffamatoire, donc je la lis pour qu'on puisse y répondre. Vous dites, entre guillemets, maîtrisé par les pouvoirs publics, or on ne cesse de nous répéter que personne ne peut rien faire. Nous avons l'impression que vous ne rendez compte à personne. Donc je ne sais pas qui souhaite répondre, Pierre Urmic, le fait de rendre compte. J'ai plutôt le sentiment que cette réunion sert plutôt à rendre compte. Mais oui, je n'ai pas trop l'impression de me sentir pas de commentaire trop concerné. Non, mais je pense que c'est le rôle d'un élu, c'est de rendre compte. C'est ce que nous faisons. Donc je pense que c'est inhérent à la fonction politique de rendre compte. Voilà, je crois que je peux le faire. Moi, je le fais. Et pour nous, salariés de Atlantique, évidemment que nous rendons compte. Nous avons un conseil d'administration représenté par les élus, représenté par le maire. Nous avons finalement différents rendre à compte au maire, représentant de sa collectivité, à notre conseil d'administration qui est composé essentiellement d'élus qui sont les représentants légitimes de la population, mais aussi via ces exercices de concertation où on explique ce que l'on fait, on explique les arbitrages qui seront donnés. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, je peux vous assurer que nous rendons compte. Compléter, la question qui est posée nous amène à préciser la composition du conseil d'administration. On a été confronté à cette question lors des réunions et c'était bien normal. Mais en fait, qui vous êtes ? C'est quoi la nature de votre structure ? Donc dans EPA, il y a EP. EP, c'est établissement public. Le conseil d'administration, on saisit sur l'occasion pour le préciser, le rappeler, n'est composé que de collectivités publiques. C'est les 3 communes, Bordeaux, Bègles, Foirac, la métropole, Bordeaux Métropole, le conseil départemental, le conseil régional et l'État. Je suis agent public, le directeur général ou la directrice générale est nommé par la ministre en charge du logement. Il n'y a pas d'autres personnes représentées dans le conseil d'administration. Donc nous rendons compte à des personnes qui sont investies par le suffrage universel. Comme l'outil, le levier, je l'ai dit tout à l'heure, réinvestir, réaménager des quartiers laissés en marge et mettre en œuvre un modèle de développement urbain qui est en rupture avec ce qui a miné la métropole pendant 50 ans, c'est-à-dire ce développement par l'étalement, par la consommation des terres agricoles et naturelles. Donc cette feuille de route, elle a été fixée il y a 10 ans. Elle est régulièrement amendée ponctuellement sur certains points, mais elle est fixée par les pouvoirs publics et nous l'exécutons et nous rendons compte auprès d'eux. Donc la composition de notre conseil est extrêmement importante. Donc merci d'avoir choisi cette question, puisque ça permet de clarifier un point qui est extrêmement important dans la compréhension de notre action et de notre transparence et de la reddition de nos comptes. J'ai une autre question qui est plutôt une contribution sur le secteur Amédée Sud et concernant le bâtiment de l'ASPOM qui abrite également des associations culturelles et une majorité des membres de cette association ne sont pas seulement des cheminots mais également des habitants du quartier. Et donc la contribution concerne l'idée que dans cette période où le secteur culturel est mis à mal, le maintien d'un lieu multiculturel ouvert, partagé en lien avec la création d'un espace vert serait, nous dit cette personne, une belle opportunité pour donner à ce secteur une meilleure qualité de vie. Est-ce que sur ce bâtiment, il y a des contributions, en tout cas des réflexions, des éléments qui peuvent être de réponse qui peuvent être faites ? Présenté pour l'évolution d'Amédée Sud, la prise en compte du maintien, de la rénovation de la SPOM dans les équilibres généraux qui seraient imposés à la SNCF pour permettre la mutation de son site et en accompagnement des différents scénarios, cela a été pris en compte.
Donc, dans les scénarios proposés, il y a ces possibilités-là. Dans la période de gel que le maire souhaite mettre en place, il faudra voir comment tout ça atterrit. Ensuite, il y a une autre question. La SPOM, effectivement, est une structure de la SNCF, mais composée essentiellement d'adhérents qui ne sont pas de la SNCF, et donc renvoie aussi à des questions d'implication de la collectivité auprès de ces associations quand cela ne relève pas d'une corporation. Sur la SPOM, Pierre Urmic. Non, mais je m'en remets à ce qui a été indiqué clairement par M. Villatte. J'ai une question concernant l'ICF, et donc mon logement ICF est dans un état de vétusté avancée, nous dit cette personne. Cela veut-il dire que je vais devoir attendre encore plusieurs années la rénovation ? Je propose de laisser la parole à Fadia Karam, qui est la représentante de la SNCF, qui du coup pourra aussi réagir sur les autres questions, puisque là on est vraiment dans son cœur de métier, et elle pourra aussi réagir sur l'ensemble des dispositions que nous venons d'évoquer. Effectivement, j'avais indiqué que Fadia Karam était parmi nous en visio, et donc je ne sais pas si elle nous entend et si la question doit lui être rappelée. Oui, bonjour, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y, je vous en prie. Par rapport à l'état de vétusté des logements ICF, est-ce que la personne qui habite dans ce logement devra attendre encore quelques années la rénovation ? Quelle est votre position par rapport à ça, ou votre réponse ? Excusez-moi, monsieur, parce que là, on a eu une petite coupure. Donc, ma réponse, déjà, on a une situation. Déjà, bonjour, monsieur le maire, parce qu'on n'a pas pu se dire bonjour. On a un problème global sur notre patrimoine sur Amédée Sud et Amédée Nord. Donc, là, on parle des logements déjà sur Amédée Sud, donc qui sont dans un état de vétusté, qui appellent quand même l'intervention des investissements importants, donc de l'ordre de 95 000 € par logement. Donc, des situations quand même qui nécessitent des interventions. Et ce n'est pas le seul patrimoine qui est en difficulté. Donc, si on est dans cette logique de transformation de nos fonciers, c'est parce qu'on a des besoins plus larges qui sont liés aussi à des activités ferroviaires, à des salariés qui sont dans des conditions aussi d'occupation de locaux qui ne sont pas du tout bonnes conditions de sécurité. Donc là, je passe sur Amédée Nord. On a des gens qui sont dans les Algeco, des pôles régionaux de l'ingénierie, qui est une fonction vitale pour la SNCF, l'avitaillement de la gare aussi, qui est dans des conditions qui nécessitent d'être complètement revues. Le centre qu'on appelle le COGC, qui est un équipement technique pour la SNCF, qui est aussi dans un bâtiment complètement vétuste, et surtout des hommes qui travaillent dans la direction régionale, qui depuis des années sont dans des conditions très difficiles, et c'est là où ça urge, plus que ça urge, la sortie de ces salariés de ces locaux, d'où cette mobilisation qu'on a, c'est de demander un travail partenarial qui nous permet de trouver des conditions décentes, et là on a encore plus, on est dans la responsabilité propriétaire, donc de trouver des conditions décentes d'occupation, de nouvelles occupations à ces salariés, à ces nouveaux habitants. Et la solution, c'est ça nécessite beaucoup aussi d'investissement. C'est pour ça, en tant que partenaire, je pense qu'on a su prouver depuis 2010 qu'on était un partenaire de la transformation des territoires, quand on a intégré quand même une surface assez importante, 27 hectares, si ma mémoire est bonne, de foncier, pour transformer des friches et enlever le caractère artificiel de ces sols et les transformer en quartier équilibré. Je pense qu'on a su faire preuve de cette contribution à la production du logement, à la production des espaces verts. On sera certainement continuer dans cette preuve de quelque chose d'équilibré sur Amédée Sud, et d'où la nécessité de faire bouger aussi Amédée Nord rapidement
parce qu'on ne peut pas laisser longtemps nos salariés qui sont dans des bâtiments vétustes. Merci pour cette réponse. Si je peux compléter, je pense Allez-y. pour répondre précisément à la question, vous avez des relations entre un locataire et un propriétaire, et traditionnellement, le locataire, que son logement soit ou non intégré dans une opération telle de Atlantique, est en droit de demander à son propriétaire que le logement soit dans un état décent. Si la vétusté atteint le gros œuvre, c'est vrai que tout le gros œuvre est à la charge du propriétaire. Donc je pense qu'on peut rassurer ce locataire en lui disant que, naturellement, si son logement est dégradé, il a la possibilité de demander à son propriétaire le respect d'un certain nombre d'obligations définies par la loi. Mais là, excusez-moi, c'est l'avocat qui parle, c'est même pas le maire de Bordeaux. Excusez-moi de cet aparté. J'ai une question. Effectivement de pouvoir produire du logement, et c'est pour ça on a l'intention de faire beaucoup de logements sociaux dans ces cadres de ces opérations-là qu'on vise, et pouvoir reloger dans ces programmes qui seront sous la gestion du CF Habitat les habitants qui sont dans ces bâtiments. Merci. J'ai une question de forme ou de fond sur un principe un peu général, sur la notion d'acceptabilité du projet. Est-ce que l'acceptabilité d'un projet, donc celui que l'on parle aujourd'hui, n'est-ce pas la qualité de vie d'un quartier? C'est ce qui déterminerait un peu cette acceptabilité, et l'idée d'une vision à long terme intégrant à la fois effectivement les habitants et les actifs, avec, nous dit cette personne, une valorisation de ce qui est mis en place. Donc, comment est-ce qu'on définit, c'est un peu cette question qui nous est posée, comment est-ce qu'on définit l'acceptabilité d'un projet au regard de ce qui existe aujourd'hui sur ces secteurs? Gabriel peut-être, ou Alexandre, je vous en prie. La réponse à cette question, en fait, est très difficile parce que c'est très large. L'acceptabilité d'un projet dépend à qui on s'adresse. On a bien vu que les remontées issues de cette concertation ne sont pas uniformes. Il y a des éléments parfois contradictoires, il y a des attentes diverses, multiples, parfois convergentes, parfois divergentes, et suivant à qui on s'adresse, on n'aura pas les mêmes critères d'acceptabilité. Donc oui, ce qui a été dit, que l'acceptabilité d'un projet, c'est d'être dans un environnement qualitatif, en tenant compte de ce qui existe, en tenant compte des habitants, évidemment, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des conditions d'équilibre, des enjeux qui parfois nous dépassent, les productions de logements sociaux qu'évoquait le maire, des questions de rattrapage ou pas par rapport à de la ville existante, des questions de dynamique, des questions d'urgence, comme l'évoquait Fadia Karam, par rapport à la situation de ces locataires. Tout ça amène finalement à complexifier énormément les questions, et encore plus les réponses. Et à un moment donné, ça amène à une réponse qui est une forme d'alchimie, qui est une forme de composition qui fait ensuite l'objet d'un arbitrage politique. Je pense que c'est important de le rappeler. On marche, ouais, ça va. D'acceptabilité. La diapo que j'ai remise à l'écran, c'est une réponse indirecte à cette question. L'ADN, et on a essayé de le mettre en valeur dans ces semaines de débat, de la méthode de travail de l'établissement public, c'est pas de produire une ZAC. J'ai parlé de 7 quartiers dans l'introduction, c'est vraiment de concevoir des quartiers à une échelle humaine. La fameuse ville de la proximité dans laquelle on trouve l'arrêt de transport en commun, la crèche, l'école, le commerce de proximité dans lesquels les loyers sont encadrés de sorte à avoir des commerçants indépendants, d'être adressés, on va dire, autour d'un espace vert qui concentre les flux, les interactions sociales. C'est ça notre contribution, la manière dont on travaille et dont on vise l'acceptabilité. On a parlé de rattrapage, de réinvestissement de la puissance publique, des puissances publiques, mais par notre fait, par le mandat qui nous est donné. L'acceptabilité, c'est qu'entre le début et la fin de l'opération, que les riverains actuels, futurs, mais là, en l'espèce, la question est surtout actuelle, puissent voir qu'il y a eu plus d'espace vert. Il y a eu des services qui n'existaient pas.
les boulangers qui avaient disparu depuis Belle-Lurette à Belsier, le distributeur de billets de banque, le médecin qu'on ne trouvait plus, le boucher qui avait disparu depuis encore plus longtemps que le boulanger, le fait que la gare Saint-Jean ne soit plus un terminus, que les bus aillent au-delà, sans s'arrêter. C'est ça, en fait, la contribution à l'amélioration du cadre de vie et qui vient éclairer la perception sur l'acceptabilité. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On a mis en exergue dans cette présentation le défi, en fait, l'irritant que représente ce décalage, là, cet écart entre 2 et 3 ans entre la création de cette armature d'espace vert et les premiers lots immobiliers. On en a bien conscience. Mais cette présentation et l'ensemble de nos interventions, elles visent à remettre en perspective. Il y avait la question de la vision de long terme, qui est aussi celle sur laquelle on doit rendre des comptes. Donc voilà, quelques petits compléments sur cet aspect. Pierre Urmic, vous souhaitiez Oui, intervenir oui, parce que je trouve que c'est une très bonne question. C'est vrai que l'acceptabilité sociale a beaucoup évolué ces dernières années. On ne construit plus une ville aujourd'hui comme on la construisait il y a 10 ans, voire même il y a 4 ou 5 ans. Ça passe forcément, obligatoirement, par cette acceptabilité sociale, c'est-à-dire par la concertation, la consultation, même un outil aussi, j'ai envie de dire, barbare, excusez-moi l'expression, mais que le PLU, aussi technique que le PLU, si vous voulez. Où le PLU, c'est l'outil qu'ont les élus pour construire la ville de demain. Souvent, les habitants se rendent compte, quand ils ont des projets immobiliers, à ce moment-là, ils découvrent qu'il y a un PLU, ils disent « Ah, mais non, mais ça ne rentre pas dans le PLU, ou ce que construit mon voisin, ah, ça rentre dans le PLU, ou ça ne rentre pas ». Je pense qu'aujourd'hui, il faut totalement inverser la façon dont se conçoit ce type d'outils jusqu'à présent vécu comme étant très technocratique. La raison pour laquelle nous, à Bordeaux, nous avons lancé une consultation sur la modification du PLU pour que les habitants se l'approprient en amont, qui ne découvrent pas du jour au lendemain, dire « Ah ben voilà, le PLU c'est ça, ici c'est autorisé, là c'est interdit ». Donc je pense qu'il faut faire de la concertation le plus en amont possible. Pas souvent, si vous la faites en aval, c'est souvent trop tard. Donc la ville a évolué et la façon de concevoir la ville, surtout, a évolué. C'est ça que je vois derrière la notion d'acceptabilité sociale. Une ville où on vit bien, c'est une ville où on a l'impression d'avoir été consulté sur la façon dont son biotope urbain, passez-moi l'expression, son biotope urbain a été amené à évoluer. Merci. Puis Gabriel Poifoulot, vous parliez tout à l'heure de la méthode de travail de l'EPA. Alors, je pense que la question est en lien. Qui est en charge de l'étude d'impact environnemental? Et la question complémentaire, c'est est-ce que c'est un organisme indépendant? Alors, l'étude d'impact de la ZAC est élaborée par l'EPA avec des bureaux d'études assermentés qui obéissent à des règles professionnelles, que ce soit des écologues, des bureaux d'études sur l'acoustique, l'hydrologie, la modélisation des inondations, la circulation et bien d'autres thèmes encore. Ce dossier, c'est la clé de la question, en fait, ensuite est soumis à l'autorité environnementale compétente, qui est le Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui est un organisme indépendant. Le statut des membres, c'est quasiment assimilable à des magistrats. Leur indépendance est assurée par la loi et ils évaluent, en fait, ils rendent un avis sur cette étude d'impact. Et cet avis est joint à l'enquête publique qui aura lieu à l'automne prochain. Donc le débat public est éclairé par l'avis de cette autorité indépendante. Et je rejoins monsieur le maire d'une certaine manière. Vous avez parlé de PLU un peu barbare, d'outils techniques. La médiation, l'intervention, la lecture critique de l'autorité environnementale est importante pour éclairer le public sur des matières qui sont loin d'être faciles, accessibles spontanément à tout le monde. Donc c'est ça la méthode. Et c'est ce document qui sera soumis à enquête publique à l'automne. Nous avons une question de calendrier. Peut-on avoir une idée plus ou moins précise du délai de réalisation concernant le secteur de Gade-Bourse? Et en complément, y a-t-il une concordance avec la livraison du pont Simone Veil et le réaménagement des boulevards? Nous savons aujourd'hui, c'est l'objectif de livraison du pont Simone Veil qui est pour une orientation autour de 2024. Le réaménagement des boulevards, à ma connaissance, il n'y a pas encore de
date arrêtée, de projet arrêté sur ce réaménagement des boulevards, donc je ne pourrais pas me prononcer. Sur le projet du secteur Gadebourse, mais plus largement sur le quartier du Jardin de Lars. La première tranche du Jardin de Lars sera livrée d'ici à peu près 2 ans. C'est ce qui est déjà en travaux actuellement. Il y a des travaux de terrassement, de sécurisation hydraulique très importants qui sont en cours pour que, par tranche successive, cette première phase soit réalisée d'ici 2 ans, donc un petit peu avant l'ouverture du pont Simone Veil. Et ce sur dont nous avons parlé sur Gadebourse, on peut, et suivant les discussions qui restent à mener entre les différentes puissances publiques, la mairie, nous, la SNCF, je pense qu'on peut avancer assez rapidement dans cette production du parc Gadebourse et des logements qui sont autour. Je confirme à cet égard, je pense que j'aurai assez rapidement des rencontres avec les représentants de la SNCF, peut-être Madame Karam ou ses collègues précisément pour discuter du devenir de Gadebourse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes de Gadebourse, notamment ce jardin de Lars qui devrait faire à terme entre 2,5 et 3 hectares. Donc je trouve que c'est vraiment un poumon vert important pour le quartier qui se fera au détriment d'endroits qui sont actuellement artificialisés, c'est-à-dire bitumés, du ballast, c'est-à-dire il va y avoir un aspect reconquête, renaturation de site. Donc ça, moi, j'y suis tout à fait sensible, et je pense que le projet actuel assure un certain nombre de garanties à ce niveau-là. Et de même, le projet Gadebourse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un nombre assez conséquent de logements sociaux. On en parlait tout à l'heure. Je crois que c'est 320 logements sociaux qui sont prévus sur ce site. Donc, je pense que c'est intéressant. Donc, considère que Gadebourse, il faut très rapidement discuter avec la SNCF. En tout cas, moi, j'y suis tout à fait prêt pour essayer de voir comment on peut, j'ai employé tout à l'heure l'expression revisiter, comment on peut revisiter ce projet Gadebourse qui comporte déjà des atouts qui me paraissent tout à fait intéressants. Une autre question qui nous est parvenue. Alors, pour l'instant, voilà. Pourquoi l'EPA n'intègre-t-il pas des techniques d'éco-construction dans son projet ? On intègre fondamentalement des techniques d'éco-construction dans notre projet. On est un des 2 territoires pilotes en France sur la construction bois. Il y a le projet des Jeux Olympiques, dont on peut aisément comprendre la portée symbolique et politique, et puis il y a nous. Et puis concrètement, je pense qu'on en fait beaucoup plus que le quartier des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, nous avons eu une politique pragmatique de cette construction de cette politique bois qui a consisté à coup de petits pas qui sont devenus des grands pas, aujourd'hui programmer l'ensemble de nos constructions nouvelles à base de structures majoritaires bois. Donc fondamentalement, on est le territoire en France qui est à la pointe de ce souci-là, et pour ça on est équipé, on est associé avec des spécialistes, avec des fédérations. Nos équipes sont devenues de véritables spécialistes de la construction bois. Je crois qu'on est même au contraire très en avance et très certainement envié par beaucoup sur ce point-là. Et qui n'est peut-être pas assez souvent relevé en la matière. Là, on est dans un exemple de relations équilibrées, saines, profitables entre le cœur d'une agglomération dense, donc Bordeaux Métropole, et l'ensemble des autres territoires périphériques de la région Nouvelle-Aquitaine. Puisque le cahier des charges qui est imposé par l'EPA, c'est du bois local transformé localement. Et donc on voit que, et on l'a vu au cours des années passées, cette impulsion, cette direction, cette visibilité donnée par l'établissement public a conduit en fait toute une filière locale à se structurer, à construire son outil de production, à développer ses moyens de production, à faire des recrutements. Et ces sites, en fait, ils sont extra-métropolitains. Ils sont même plutôt... on est au-delà du périurbain. Donc il y a vraiment cet équilibre qui se met en place entre l'économie, la locomotive, le cœur de la métropole, et des bienfaits qui sont entretenus avec des bassins de vie, des bassins d'emploi qui sont extra-métropolitains. Donc, et par ailleurs, on est sur des modes de construction bois, où on est en fait... On favorise le développement de la construction hors site, donc on favorise le développement de l'emploi hors métropole, et on est sur une réduction de la durée des chantiers et de la réduction des nuisances.
Donc on est sur un de ces exemples où le développement métropolitain n'est pas du tout antithétique avec le développement des autres bassins d'emploi, bien au contraire. Et ça, c'est une dimension qui est parfois un peu minorée dans l'effort des pouvoirs publics dans le développement de la construction bois. Alors Pierre Urmic, sur ce sujet, Le quartier Atlantique est effectivement un quartier beaucoup mieux construction bois que beaucoup d'autres quartiers modernes. Ça, je pense qu'il faut effectivement le souligner. Et comme vient de le dire M. Poifoulot, quand on parle de bois, c'est bien de parler de bois local, de circuit court, de filière locale. Si c'est pour faire venir du bois exotique, c'est pas écolo pour 2 ronds. Hein. Et donc, faire travailler une filière locale, surtout une région comme la nôtre, qui est une région forestière, je pense que c'est quelque chose de tout à fait indispensable. Et d'une façon générale, c'est vrai qu'il faut tout faire pour s'orienter non seulement vers le bois, mais tout ce qu'on peut considérer comme étant des matériaux biosourcés. C'est pour ça que Bordeaux a mis au point, parce que vous savez, un label qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais, qui vise précisément à privilégier systématiquement des matériaux biosourcés au détriment du traditionnel béton qui a enlaidi et qui a réchauffé nos villes. Une question de méthode sur la concertation. Pourquoi la concertation est-elle menée par Euratlantique en direct et non par un organisme neutre et non partie prenante du projet? Donc, question sur le technique de concertation. Cavrier sur le sujet. Pourquoi elle est menée par l'établissement public? Premier élément de réponse, c'est que l'établissement public est maître d'ouvrage de la ZAC. Donc c'est lui qui a créé le dossier, qui l'expose au public. Je pense que les échanges qu'on a là et un autre point, l'attention qui a été la nôtre, et l'établissement a toujours fonctionné comme ça. Monsieur le maire a mentionné le travail de ses adjoints tout à l'heure. Nous sommes toujours sur des réunions en présence d'adjoints. Ce n'est pas l'établissement public qui est seul dans son dialogue avec la population. Quand on est sur des projets de cette ampleur, c'est-à-dire une mise à jour de ZAC, des questions qui interrogent le devenir de secteurs sur la décennie à venir, en réalité, on est dans un dialogue en présence, sous la présidence des élus pour ce type de réunion. Et je pense que la clarté du propos du maire tout à l'heure l'illustre aussi. Alors j'ai une question très technique, en tout cas très précise et très argumentée. Je vous la lis. L'EPA annonce 100 000 mètres sur Amédée, 100 000 mètres carrés sur Amédée Centre, soit 1500 habitants, sans compter les salariés et les bureaux, et 157 000 mètres carrés sur l'ensemble d'Amédée. D'après les indications de l'OMS, je vous laisse la lire en même temps que moi, c'est donc entre 15 000 mètres carrés et 22 500 mètres carrés d'espace vert qu'il faudrait à minima sur Amédée Centre, et entre 22 000 et 33 000 mètres carrés d'espace vert sur l'ensemble d'Amédée. Ceci sans pallier au manque d'espace vert dans le quartier existant. Nous restons cependant très optimistes, nous dit la personne, puisque la SNCF, en concertation avec la population, a revu à la baisse la programmation du quartier Ordener-Poissonnier dans le 18e arrondissement à Paris, en créant un quartier donc 400 logements autour d'un parc de 1,5 hectare, soit 17,5 mètres carrés d'espace vert par habitant. Et donc l'interpellation est directe. Si c'est possible à Paris, ça doit l'être à Bordeaux. Pourquoi si peu d'espace vert pour nous ? Alors, il me semble qu'on a déjà répondu un certain nombre de fois à cette question. Alexandre Villatte, je vous laisse commenter ou en tout cas répondre sur le volume des espaces verts. Alors, on a eu l'occasion d'expliciter dans l'atelier de façon beaucoup plus précise et avec des supports ces chiffres, ces productions à l'échelle d'Amédée, à l'échelle de chaque sous-secteur d'Amédée, mais aussi au regard de ces chiffres de l'OMS. Sur les quantifications de l'OMS, c'est un peu plus spécifique que ça, puisque derrière des quantifications, ils évoquent aussi des questions de distance, de proximité, de continuité de couleur vert et haute, dans lesquelles on s'inscrit totalement, et d'ailleurs,
d'ailleurs, nos ratios s'inscrivent aussi dans ces ratios de l'OMS. Sur les scénarios qu'on vous a présentés, à l'échelle de l'ensemble d'Amédée, on est entre 2 hectares, 2 hectares et demi, 3 hectares sur l'ensemble du quartier Amédée. Donc quand on parle de 22 000 à 33 000 mètres carrés d'espace vert sur l'ensemble d'Amédée, pour moi, on colle à travers les scénarios qu'on vient de présenter. C'est d'ailleurs des ratios qui permettent de monter largement au-delà des 4 mètres carrés par habitant constatés sur le quartier du Sacré-Cœur, puisqu'on est de mémoire de l'ordre de plus de 11 mètres carrés par habitant sur ce quartier Amédée, qu'il faut aussi mettre au regard de ce qui se passe plus largement sur la ZAC, puisque le choix politique de porter le grand espace vert sur la ZAC est plutôt sur les berges et sur le quartier de Lars. Le quartier Amédée étant plutôt sur une logique d'espace de proximité. Par rapport à ça, donc sur les chiffres, les scénarios présentés renvoient à ces orientations. Sur le principe de discussion avec la SNCF... Pardon de vous interrompre. Ça marche votre toujours micro pas, ça. qui frotte contre le masque. Et donc, voilà. Par rapport au principe d'évolution et de construction du projet qu'a mené la SNCF, on pourra laisser la parole à Fadia Karam là-dessus, je crois qu'on s'inscrit dans la même dynamique. L'exercice que nous venons de présenter, c'est bien un exercice de scénario qui donne des possibilités de taille et autres, dans la logique de ce que la SNCF a fait sur Paris. Donc pour moi, on est... malgré une apparente divergence, on est sur les mêmes données et les mêmes orientations. Mais peut-être que Fadia Karam veut apporter précisément des éléments là-dessus, puisque je n'ai pas dans le détail ce qu'ils font dans Paris, même si on a eu l'occasion de l'évoquer avec elle. Fadia Karam, est-ce que vous avez entendu la question ? Oui, tout à fait. Merci Alexandre. Donc, oui, secteur ordonnaire poissonnier, donc c'est un projet que Espace Ferroviaire porte, dont j'ai le plaisir de diriger. Donc, bien, ce qui est un bel exemple, je dirais déjà de travail partenarial et de dialogue avec les riverains, parce qu'on a eu beaucoup de réunions de concertation et c'est notre ADN. Donc, monsieur le maire, on vous rassure aussi sur la méthode de travail. Donc, on travaille étroitement avec les riverains, donc on essaie de trouver des solutions, mais en même temps dans une notion d'équilibre. Et sur poissonnier, ordonnaire poissonnier, on a trouvé le bel équilibre entre un projet mixte du logement, des bureaux, des espaces de résidence type co-living, donc une place pour une population diversifiée. Et des salariés et des espaces aussi d'activité de quartier et 1,5 hectare de parc, donc d'espace vert. Donc on est quasiment à 40% d'espace vert au sein de 3,7 hectares à peu près de quartier mixte. Et si on va sur Amédée Sud, l'exercice est similaire. Hein. Donc on est aujourd'hui dans la proposition qu'on a mis au dialogue. Dans la famille 2, là, un scénario équilibré, on a 46% avec le hectare d'espace de parc, on est à 46% quand même d'espace vert au sein du secteur Amédée Sud. Donc, je pense que voilà, on est dans un rapport assez équilibré. Pareil, sur la programmation, il n'y a pas que du logement, on propose qu'il y ait une mixité programmatique, parce que le secteur il est très proche des voies ferroviaires et donc quelques activités économiques viendront certainement créer un écran phonique par rapport au parc et par rapport aux habitants, y compris de la rue Amédée actuellement. Donc c'est un atout aussi, c'est au bénéfice de la qualité de vie des habitants déjà là dans le quartier. Donc, on est en cohérence sur les deux projets. Merci de ces précisions. Une dernière question. Alors, juste pour rappeler, juste avant cette dernière question, que de toute manière, toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre seront intégrées, collectées. Il y aura une réponse qui sera donnée, globalement en tout cas, dans le cadre du bilan de la concertation. Pour ce qui concerne cette dernière question, où en sommes-nous des travaux des quais entre le pont Saint-Jean et le pont Simone-Veil, premier point, donc une question de calendrier. Quel est le calendrier de réalisation? Quand est-il prévu précisément? Et quid du débouché du pont Saint-Jean? Alors ça interroge le PA.
Ces travaux sont, je pense, les travaux les plus symboliques de transformation d'espaces bitumés, d'infrastructures en espaces verts que connaîtra la ZAC Saint-Jean, puisque c'est eux qui vont permettre d'ouvrir tout le quartier Belsier, toute la ZAC, sur la Garonne, alors qu'aujourd'hui, il est quasiment suicidaire d'essayer d'aller en bord de Garonne et de traverser l'autoroute. Nous l'avons annoncé en ce début d'année, nous sommes arrivés au bout du processus d'étude et de sélection des entreprises, et ces travaux vont commencer. Les marchés d'entreprises ont été signés, je les ai signés au mois de février, et les travaux vont commencer concrètement, réellement, dès ce mois de juin, pour, dès cet été, faire les premiers travaux structurants qui pourraient avoir des impacts de circulation et permettre, dans l'année qui vient, c'est-à-dire pour une livraison au printemps prochain, la livraison d'une première tranche de travaux, c'est-à-dire entre la passerelle Eiffel, grosso modo, et la rue Séglière, où, au droit de la Méca, au droit de la Caisse d'épargne, on pourra aller jusqu'au bord de l'eau sans difficulté dans un cadre totalement réaménagé, avec des voiries qui retrouveront une place normale, c'est-à-dire vraiment une forte réduction de la voirie automobile, la création de cheminements piétons, de cheminements publics, de cheminements vélos, énormément de plantations et des espaces de récréation. De la même façon, les travaux de transformation de l'échangeur du Pont Saint-Jean, à l'initiative de Monsieur le maire, nous avons avancé le calendrier de cette transformation pour permettre une transformation de ce que nous on appelle le plat de nouilles, le plat de spaghetti, c'est vraiment la caricature de l'échangeur autoroutier des années 60, en un parc de 2 hectares. Et ça, on s'est engagé à le livrer pour 2025. Donc actuellement, nous travaillons sur la conception de ce projet, sur la finalisation, pour accompagner aussi certaines orientations portées par le maire, je pense en termes d'agriculture urbaine, d'usage associatif, et nous nous sommes engagés pour le livrer pour 2025. Juste une dernière question, il nous reste quelques instants avant les conclusions. Je me permets de la prendre. Quelle procédure comptez-vous mettre en œuvre pour la réalisation du projet du mine? Appel d'offres, manifestation d'intérêt? Et dans quel délai et comment sera-t-il financé? Je crois que cette question-là, pour l'instant, est encore beaucoup trop précoce. Cette question appartient à la métropole qui est en pleine réflexion. Les apports de la concertation que nous venons de mener leur permettent d'ajuster leurs réflexions et autres, mais je crois qu'à ce stade-là, ils n'ont pas encore d'éléments précis pour apporter ces réponses-là, mais qui appartiennent à la métropole. Il est important d'avoir bien en tête que le mine s'inscrit dans la ZAC, mais son statut, la nature de son propriétaire, Bordeaux Métropole, fait que le maître et le pilote d'une procédure de concertation sur l'évolution du mine en tant que tel, c'est la métropole, c'est la régie du mine, et pas l'EPA. Nous, on sera invités à se prononcer sur les interfaces avec les quartiers, mais la métropole détermine son rythme, sa procédure, ses réflexions internes. Il y a eu un concours d'idées en 2019 qui est réinterrogé actuellement par les nouveaux élus métropolitains. Donc la mise à jour de la ZAC, c'est en fait on inscrit le sujet, on le porte d'abord au débat dans l'ensemble de la ZAC, mais l'objet lui-même est sous la maîtrise, le contrôle et la conduite de Bordeaux Métropole. Nous arrivons au terme du temps que nous nous étions donné. Je vais peut-être vous céder la parole pour quelques mots de conclusion. Pierre Urmic, peut-être en conclusion, monsieur le maire. Oui, enfin, en conclusion, je veux bien rappeler de façon très, très nette ce que j'ai déjà dit dans mon intervention, c'est-à-dire qu'on ne se méprenne pas sur la volonté de la ville de Bordeaux, c'est-à-dire que notre souhait est incontestablement de continuer à construire à Bordeaux. Il faut produire du logement à Bordeaux et notamment du logement social à Bordeaux. Ça paraît très important. Et en même temps, je le répète, on ne peut pas construire de nouveaux quartiers contre leurs futurs voisins et sans un climat serein d'accueil et d'envie partagée. Je considère qu'actuellement, ce cas de figure n'est pas réalisé en ce qui concerne notamment et tout spécialement l'opération Amédée-Saint-Germain Nord et Sud. C'est la raison pour laquelle donc, je confirme que je vais demander à l'EPA, c'est-à-dire au conseil d'administration de l'EPA,
d'arrêter ce projet Amédée-Saint-Germain qui fait actuellement l'objet de la concertation. Voilà ma conclusion, qui est un peu une répétition, mais je pense que des fois c'est mieux en le disant et en le répétant. Alexandre Villatte. Bien, comme le maire l'a indiqué, on va rentrer maintenant dans une phase de discussion, d'analyse, de convergence des positions entre les différentes parties prenantes du conseil d'administration. Bien entendu, les orientations du maire sont importantes. Nous tâcherons de les accompagner du mieux qu'on peut. Il y a aussi encore beaucoup de travail, de précision sur les secteurs Gadebourg, sur lesquels il faut qu'on se concentre, sur le secteur du mine, et puis voir comment, au regard de ces différentes informations, la SNCF va se positionner. C'est quand même lui l'acteur fondamental de ce sujet-là. On a entendu les remarques de Madame Karam sur l'état de vétusté, le besoin de ces locaux, le besoin des salariés de retrouver des conditions de travail cohérentes. Et je crois que ces différents regards, ces différentes positions, eh bien, on est dans un process en fait tout à fait normal de conception de projets urbains où il faut prendre le temps de pouvoir concilier ces différents points de vue et trouver la bonne solution, puisque à la fin, effectivement, c'est construire des quartiers dans la durée, dans la pérennité. Gabriel Poifourou. Oui, juste un tout petit mot, c'est pas très protocolaire, excusez-moi, mais pour compléter les remerciements adressés en début de séance, je voudrais saluer toutes les personnes qui ont joué le jeu. On sait que les conditions n'étaient pas favorables pour les réunions physiques, on les a maintenues, on les a ajustées, on les a multipliées, on a espacé, on a mis à disposition des litres et des litres de gel hydroalcoolique, des stylos uniques, mais on n'a jamais eu d'expression de réserve. Je crois qu'il y a eu un consensus sur le fait qu'il était important de se revoir. Après une année complète, réserve électorale allongée, première partie Covid, qui ont un peu éloigné tout le monde, il y avait cette nécessité. Effectivement, il y a des expressions dont on a pris note. Mais voilà, vraiment, par rapport à des questionnements qu'on se posait, c'est-à-dire, nous, on pensait qu'il fallait maintenir cet échange, mais il y avait un doute sur le fait, est-ce que les riverains vont oser en fait venir dans les salles de réunion. Ça a été le cas. Donc merci à eux. Merci à tous les participants, les élus, monsieur le maire, à toutes les équipes. C'était un moment important. C'est un temps d'un processus long. Donc, mais par rapport aux circonstances spéciales, je voulais compléter ce panorama. Donc merci à vous trois, merci pour cette participation. On est tous d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'une étape et qu'on poursuit ce travail de concertation. Merci, à très bientôt.